Et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en cette nouvelle année 2024 pour la première vidéo officielle. Il y a deux vidéos qui ont été sorties, même quatre auparavant, mais c'était pour terminer ma série des calendriers de l'Avent que j'avais pas pu faire en fin d'année. Donc là, c'est vraiment la toute première vidéo officielle qui marque le début de ma chaîne YouTube en 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous déjà, hein. J'espère que les fêtes se sont bien passées de votre côté. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir une petite rétrospective de 2023. Est-ce que mes objectifs ont été atteints, oui ou non? Euh, je vais revenir à peu près sur chaque objectif. S'il a été atteint, qu'est-ce que j'ai fait pour l'obtenir? Comment je l'ai obtenu, tout ça. Et s'il n'a pas été atteint, une justification de, je pense, pourquoi ça n'a pas été atteint. Alors soit parce que je l'ai mis de côté finalement, ça me paraissait pas le plus important, soit parce que justement je n'ai pas réussi à obtenir cet objectif, à le réaliser. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Et ensuite, une fois qu'on aura fait la petite rétrospective de 2023, je vous donnerai mes objectifs en 2024. Alors vous allez voir que par rapport aux objectifs de 2023, là on peut voir que en 2023, j'avais repris exactement les mêmes objectifs que 2022 et j'en avais rajouté en plus. Enfin, j'avais repris les mêmes de 2022 que je n'avais pas encore réussi et j'étais reparti sur d'autres en plus. Vous allez voir que pour 2024, ça change légèrement parce que je ne vais pas repartir de tous ceux de 2023 plus ceux de 2022. Je vais en repiquer quelques-uns de là, quelques-uns de là et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui changent. Donc, en 2022, en 2023, j'avais déjà fait une vidéo pour 2022, donc je vous donne le lien. Alors, c'était ici, hop, sur cette vidéo, je peux mettre en grand écran même. En 2023, j'avais déjà fait une vidéo récap de 2022 où je vous avais dit que j'avais uniquement accompli deux objectifs. Le premier qui était le retour des vidéos YouTube régulières. Bon, ça n'a pas changé, je suis toujours sur la même lancée, donc je suis content. Ça continue cette année-là encore, pour 2023. Et j'étais passé affilié Twitch également. Ça veut dire que j'avais réussi à activer la monétisation sur Twitch. Et ça m'avait fait également reprendre les lives de manière plus régulière. Donc ça, affilié Twitch, normalement je peux pas le perdre. Donc ça c'était validé, c'était bon. Alors, reprise des lives de manière plus régulière, vous allez voir que c'est devenu un petit peu compliqué. Et du coup, j'avais dit pour 2023 que j'allais reprendre exactement les mêmes que 2022. Donc, tout ce qui était au niveau de Hack the Box, Rootme, Tryhackme, normalement ça restait. Deux certifications d'Offensive Security, les 5000 abonnés sur YouTube et l'objectif 100% GeoGuessr. Alors, pour tous ceux qu'on devait reprendre, vous vous en doutez, de tout cela que j'avais déjà repris, on n'est validé aucun de plus. Pourquoi? Alors déjà, Hack the Box, Pro Hacker et Hit Hacker, bon, j'ai pas fait plus de box que ça en fait, j'ai fait pas mal de box, mais elles étaient toutes retirées, donc j'ai pas fait toutes les box qui étaient easy et medium en actif, donc forcément j'ai pas pu avoir le rang Pro Hacker, donc ça c'est un fait. Rootme, j'en ai pas refait beaucoup plus parce que j'étais plus focus sur le hack de box. Alors par contre hack de box, j'ai pas eu le rang Pro Hacker, mais j'ai quand même fait je crois que j'avais fait le lab Dante en début d'année 2023 ou en milieu d'année, je sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Lab Dante, donc c'est pas vraiment une certification, on en reparlera également des certifications, mais en tout cas j'avais fait ce lab-là. D'ailleurs, j'avais pas marqué, mais pour objectif de 2024, je pense qu'il y aura un autre lab qui pourrait être fait. Rootme, ouais, j'ai pas du tout fait, je crois que j'ai pas fait un seul challenge, ouais, à mon avis, j'ai pas, même pas fait un seul challenge de l'année, parce que j'étais focus sur d'autres choses. Kayak Kayak Me, j'ai totalement laissé tomber. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas trop la direction dans laquelle la plateforme va. Euh, Kayak Me, c'est vraiment bien pour les débutants, pour apprendre. Il y a des rooms qui sont vraiment bien pour se lancer, c'est-à-dire qu'on va nous expliquer de A à Z avec des choses vraiment simples, des petites questions, tout ça. Mais je trouve que pas que j'ai changé ma façon de travailler, mais que on est beaucoup trop tenu par la main. Alors, vraiment, je le répète, pour débuter, c'est vraiment excellent parce qu'on vous explique vraiment tout. Mais au bout d'un moment, je pense avoir fait le tour de Trayacme, même s'il y a évidemment des rooms
qui sont vraiment uniquement du challenge où on vous demande 2 flags. Si jamais vous voulez des rooms avec du challenge uniquement 2 flags, vous allez sur Hack2Box, vous n'allez pas sur TryHackMe. TryHackMe, pour moi, c'est vraiment une plateforme presque de cours. C'est pas vraiment une plateforme de challenge, c'est vraiment que du cours. Et, euh, et surtout le fait, on va en reparler après, mais Advent of Code, pas Advent of Code, l'Advent of Cyber 2023 de TryHackMe, c'est vraiment ça qui m'a fait me dire, ok, la plateforme, j'ai plus envie d'y aller, ça m'intéresse vraiment plus. Donc j'avais pour objectif de monter top 3 FR. J'ai réussi à monter au moins top 10, je sais plus combien j'étais. J'étais peut-être top 11, top 13, grand max, je sais plus. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si vous voulez monter top 3, vous êtes obligé d'en faire tous les jours. Ça prend du temps, et pour en faire tous les jours, vous êtes obligé au bout d'un moment de faire les box qui viennent de sortir. Et celles qui viennent de sortir, comme j'ai dit, TryHackMe, ils ont changé un peu d'orientation, ils s'ouvrent un peu plus au grand public. Et du coup, il y a beaucoup plus de room sur la Blue Team. Donc des challenges pour, comment ça s'appelle, avec ELK, pour écrire des règles de détection pour les SIEM, les trucs comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Je sais que c'est important d'avoir quand même une vue assez globale, ne pas faire que de la red team et de connaître également ce qui se fait au niveau de la blue team pour savoir les techniques de détection, de malware et tout comme ça. C'est vraiment un domaine pour l'instant, en tout cas, qui ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de me focus dessus. Et ça fait que bah, le problème, c'est que pour monter top 3, on est obligé de faire toutes les rooms, ou au moins le plus possible. Et ça fait qu'en fait, je me retrouvais à passer 2-3 heures sur des rooms ELK, à essayer de faire des règles, des machins. Ça ne m'intéressait absolument pas. Et juste, bah, je m'amusais pas, c'était chiant et j'apprenais rien parce que je m'amusais pas. Et moi, ce que j'aime faire, l'apprentissage que j'aime faire, c'est vraiment, il faut que je trouve ça utile pour mieux apprendre. Là, ce que je faisais, je trouvais pas ça utile, donc forcément, j'apprenais pas bien et ça me frustrait, et voilà. Donc ça, vraiment, TryHackMe, j'ai décidé de mettre ça totalement de côté. C'est cool, pendant un moment, j'avais fait 1 ou 2 mois de tryhard il y a genre 3 ans, quelque chose comme ça, 3 4 ans. J'avais vraiment kiffé, mais c'était vraiment au tout début. Et bah, voilà. Pour moi, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit sur cette plateforme. Alors, encore une fois, je le répète, mais ça reste une très bonne plateforme pour ceux notamment qui veulent débuter. Mais en tout cas, pour ma part, je me retrouve plus dessus. Enfin, le retour des vidéos régulières, bon, ça n'a pas changé. Vous avez vu, l'année dernière, j'en ai fait énormément. Au moins 2 certifications d'Offensive Security. Donc, je crois que en 2022, j'en avais fait aucune. En 2023, j'en ai réussi une sur les 2 que j'ai tenté. Alors, j'ai réussi l'OSWP, c'est la certification de Wi-Fi, Offensive Security. Donc, c'est le pentest Wi-Fi, OSWP. Je l'avais faite en fin janvier 2023, en un week-end, voilà, donc j'avais réussi. J'avais tenté l'OSCP aussi, l'OSCP qui n'est pas passé. Pourquoi? Alors, je me cherche pas d'excuses, mais juste, j'avais pas assez bossé le truc. Surtout la partie Active Directory, je m'étais vraiment pas pris, j'étais vraiment pris en retard. Et le truc, c'est que j'étais sorti en 2022, j'avais démissionné de mon ancienne entreprise, euh, et j'étais un peu en mode burn-out parce que ça s'était pas très bien passé, et j'avais démissionné oui, c'était en août, et il m'a fallu plusieurs mois pour m'en remettre. Et quand j'étais en entreprise, j'avais pris un pack Offensive Security avec pas mal de certifications à passer. Et bah, j'avais suivi les cours, les machins, les trucs. Sauf que je les ai pas passés directement. Et quand je suis parti d'entreprise, bah, il me restait le pack, il se terminait, je crois, en début janvier. Et du coup, comme déjà en août, il m'a fallu plusieurs mois pour, on va dire, récupérer de cette. Alors, j'appelle ça dépression, mais c'est pas vraiment une dépression, c'était juste que je me sentais vraiment, vraiment pas bien, quoi. Il m'a fallu plusieurs mois, et du coup, par rapport à ça, bah, j'ai pas tryhard l'infosec directement, ou en tout cas, pas les trucs d'offensive security. Et je m'en suis pris trop tard, je me suis pris le dernier mois, donc à peine un mois pour retryhard le SCP et le SWP, c'était un peu tendu. Donc heureusement, le SWP est passé, mais pas le SCP. Donc au SCP, là, normalement, j'ai juste à repayer un attempt pour le retenter cette année, donc je pense que ce sera l'un des objectifs également. Le SCP, ça doit coûter quoi, 250 euros, je crois, pour le repasser. Donc
ça va, c'est pas non plus ultra cher. Vu que j'avais déjà eu une tentative, normalement, j'ai pas besoin de repayer le pack. Le cours, je l'avais déjà, donc on est bon. Les 5000 abonnés YouTube, bon, bah, vous voyez au niveau de la chaîne, j'en suis qu'à presque 1800. Alors, c'est excellent, il y a une très grosse montée de la chaîne YouTube cette année-là, mais c'est pas non plus encore le boom, j'en suis pas à 5000 abonnés, mais on va voir, selon moi, pourquoi je monte pas assez. Et n'hésitez pas à me dire plus tard dans les commentaires votre théorie, pourquoi ça monte pas assez. Bon, affilié Twitch, ça c'est bon. Reprise des lives de manière plus régulière, ça c'était un petit peu tendu parce que, alors, je crois que début d'année, il y a eu pas mal de lives quand même. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai eu des problèmes de connexion. Alors, je sais pas d'où ça vient, et là, vous allez me dire, ouais, mais t'as qu'à appeler ton provider internet pour qu'ils viennent faire des trucs. Le problème, c'est que s'ils viennent et que ça vienne de ma box, que ça vient de ma box, le problème, un truc comme ça, je crois qu'il y a une franchise de 50 balles, et bon, pas vous mentir que niveau argent, j'ai pas envie de payer 50 balles comme ça dans le vide. Du coup, j'ai des petits soucis de connexion qui m'empêchent. Alors, c'est pas des choses dans la vie de tous les jours qui m'empêchent de faire beaucoup de choses, mais en tout cas, les lives, c'est assez gênant pour que ça m'empêche d'en faire parce que juste n'importe quoi. Par exemple, au bout de toutes les 30 minutes, j'ai une petite coupure de live, fait que pendant une minute, ça coupe. Et c'est assez problématique, notamment sur Twitch, pour faire des lives. Parce que bah, quand ça coupe toutes les demi-heures ou quand c'est toutes les demi-heures encore, ça va. Des fois, c'est toutes les 10 minutes. C'est un petit peu plus problématique et, euh, et ça m'empêche un petit peu de live. Donc, si jamais ça revient par lui-même, tant mieux, je pourrais reprendre les lives. Mais sinon, ça va être mis un petit peu en pause. Là, les vidéos c'est sûr, ce qui est sûr, c'est que les vidéos YouTube vont continuer. L'objectif 100% sur GeoGuessr, euh, ça n'a pas été fait non plus. J'ai fait beaucoup plus de GeoGuessr cette année, en 2023 en tout cas. Vous l'avez vu, j'avais sorti pendant un moment plein de vidéos, donc en fait je faisais le daily challenge tous les jours. Ça a duré au moins, je sais pas moi, 2-3 mois je crois. Tous les jours je sortais, alors peut-être pas 3 mois, mais au moins peut-être 1 ou 2 mois. Tous les jours je sortais la vidéo le matin quand je le faisais. Alors bon, ça a très peu fonctionné parce que j'imagine que les gens sont plus sur la chaîne pour voir de l'OSINT et de la sécurité informatique plutôt que du GeoGuessr, même si GeoGuessr ça se rapporte un peu à de l'OSINT parce que c'est clairement du GeoInt. Mais en tout cas, peut-être que c'était le format qui plaisait le moins. Alors, ça faisait quand même quelques vues, je me tapais du 20-30 vues, mais c'était clairement pas le truc principal sur la chaîne. Mais je m'en tapais un peu, pourquoi? Parce que je me faisais plaisir. Et l'objectif de base, c'était de me dire, ok, tous les jours, dans tous les cas, je fais, ou en tout cas je faisais, parce que maintenant je le fais plus, je faisais le daily GeoGuessr. Ah, pourquoi pas en faire des vidéos? De toute façon, ça me coûte rien parce que dans tous les cas, je fais le daily, donc autant lancer le logiciel d'enregistrement et de le faire en même temps. Et comme ça, bah, peut-être que les gens, si ça en intéresse au moins quelques-uns, bah, c'est gagné. Et il y a eu quand même quelques petites vues dessus. Bon, c'est clairement pas ce qui a fait exploser ma chaîne, mais en tout cas, j'en avais fait. Alors, je continue régulièrement euh, de faire des petites games de GeoGuessr, bon, de temps en temps. Est-ce que j'ai gagné un peu de niveau? Pas sûr. Mais en tout cas, je continue à m'amuser dessus. Et puis pourquoi pas refaire certaines vidéos avec certains thèmes directement sur GeoGuessr. On va voir, je verrai plus tard. Mais en tout cas, c'est pas tout de suite dans les bacs. Maintenant, pour les objectifs de 2023, parce que là, c'était la rétrospective des objectifs de 2023 qui étaient les mêmes que 2022. Maintenant, si on passe clairement sur ce 2023, il y avait le nouveau concept sur les streams lors des lives boot to root. Donc ça, c'était un concept. Qu'est-ce que c'était? Alors, je sais plus si on en avait parlé à l'époque. Mais le concept, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai mis nouveau concept au pluriel, mais en fait, c'était surtout un concept au singulier. C'était pendant des lives, notamment des lives où je faisais des machines comme on appelle boot to root, donc c'est des machines CTF sur notamment Vulnub. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais développé un bot sur Discord pour que vous participiez en live avec moi sur Twitch par rapport à la machine CTF que je faisais. C'est-à-dire que avec le bot, donc ça se passait sur Discord. Le bot Discord, donc j'ai dev de moi-même de A à Z, il crée, enfin je créais un event
L'event, en fait, c'était bah, justement par rapport à une machine boot to root, donc c'était précisé au moins quelques heures, voire quelques jours à l'avance, pour que vous ayez le temps sur Vulnub de télécharger la machine boot to root à faire, parce que certaines faisaient plusieurs gigas, donc forcément pour la petite connexion, c'est toujours mieux de s'y prendre en avance. Et le but, c'était de lancer la box le jour même, de le faire alors soit de votre côté, soit avec moi, en même temps, une fois que l'event était lancé. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à péter la machine, vous envoyez les flags au bot, directement en message privé, et vous donnez une note par rapport à la difficulté du flag en question. Et pardon, le bot, à la fin, si vous aviez le bon flag, eh ben, il vous accordait un certain nombre de points, pardon, par rapport à la difficulté qui était la difficulté globale de l'event, donc de la box. Et ça, au fur et à mesure, ça faisait un petit classement, et au fur et à mesure des box, ben, vous aviez un petit classement par rapport au nombre de box auxquelles vous aviez participé, et également le nombre de flags corrects que vous avez rentrés. Donc ça, j'en ai fait plusieurs. Bon, malheureusement, les personnes qui m'ont suivi en live, ils étaient assez actifs et ils m'aidaient à faire les box, tout ça bidule. Mais il n'y a pas eu grand monde qui ont participé justement à ces events sur Discord. Quand même qu'il n'y avait personne, j'étais le seul à le faire. Donc ça, c'était bien au niveau des lives. En fait, je trouvais le concept vraiment intéressant. Je sais pas du tout pourquoi il a pas pris, parce que pourtant il y avait pas mal de viewers en live qui regardaient les streams. Peut-être que les gens avaient peur ou n'avaient pas forcément envie de le faire en live avec moi. Ils préféraient regarder, être passif plutôt que être actif par rapport au box. Je sais pas trop. Là, je vous avoue que j'ai pas trop l'explication de pourquoi ça a pas pris. Après, j'avais pas non plus énormément de viewers, hein. Je tournais sur les lives Pentest, je tournais entre 5 et 10 quand même. Donc c'est pas rien non plus. Mais bon, je sais pas pourquoi ça a pas pris. En tout cas, si jamais un jour je reprends les lives, ben, je reprendrai également ce concept, ça peut être cool. Donc voilà, ça c'était pour ça. Donc le nouveau concept, ça a été mis en place, donc c'est validé. J'avais également reprendre le C++. Alors, reprendre le C++, pendant un moment, j'avais repris, sauf que en fait, le problème, c'est que C++, c'est un langage qui est assez complexe, qui est assez avancé, et la communauté est assez grande aussi. Il y a eu pas mal de mises à jour, parce qu'on se rappelle que la première version de C++, c'était dans les fins des années 90. Alors, je sais plus si c'était 97, 98 ou 96, quelque chose comme ça. 98, c'est sûr que c'était déjà là, mais est-ce que ça a été commencé avant? Peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, C++, il y a beaucoup trop de choses à savoir et on va dire que c'est plus trop le langage à la mode, même s'il est encore extrêmement fonctionnel et que c'est une référence. Mais j'ai bougé sur un langage qui est un petit peu mieux que le C++ selon moi. Ça s'appelle le Rust. Alors le Rust, vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est un langage qui est beaucoup plus sécurisé que le C++. Quand je parle sécurisé, c'est au niveau de la mémoire. En fait, le langage est fait en sorte que quand on programme, on ne puisse pas ou plus faire les erreurs classiques avec le C++. C'est-à-dire que toutes les erreurs de mémoire, de machin comme ça, le Rust, quand on code, nous empêche de faire ces erreurs. Donc, tout ce qui est allocation de mémoire, tout ça, on ne le gère plus. C'est Rust qui le gère. Alors, on peut encore le gérer, aller dans les profondeurs, mais de base, c'est Rust qui le gère. Et il le gère de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire d'erreur au niveau de la mémoire. Alors, j'imagine, parce que j'ai pas encore poussé le truc trop loin non plus, hein, j'en suis encore qu'au début, j'imagine qu'il y a encore certaines erreurs qu'on peut faire, mais la plupart, Rust nous empêche directement de faire ce type d'erreur. Donc c'est beaucoup plus sécurisé au niveau de la programmation pour les développeurs, mais on ne perd pas d'optimisation. C'est-à-dire que le langage est ultra bien optimisé au niveau de la compilation, tout ça. Et ça veut dire que en fait, on va se retrouver avec à peu près les mêmes temps d'exécution que du C++, donc extrêmement rapide, mais avec la facilité d'utilisation du Python. Alors, peut-être pas autant que le Python, mais c'est un peu le même principe. C'est que vous allez pouvoir faire des... Alors, par contre, si vous allez voir un peu des exemples de code du Rust, je vous préviens, au niveau de la syntaxe, c'est infernal. Genre, le Rust, au niveau de la syntaxe, c'est incompréhensible. C'est très compliqué au départ, mais une fois qu'on maîtrise la syntaxe et comment ça s'appelle? Toutes les subtilités du langage, c'est vraiment un langage extrêmement puissant. On peut faire beaucoup en très peu de lignes, avec une rapidité d'exécution assez incroyable.
par rapport à du Python. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dessus. En plus, c'est un langage vraiment qui ne fait que d'évoluer. Il y a des mises à jour toutes les semaines dessus. Il y a une communauté qui est extrêmement présente dessus. Et vraiment, c'est ça qui m'a poussé à plus me pousser, enfin à me mettre au Rust. Donc on verra ça également un peu plus dans mes objectifs 2023. Mais en tout cas, reprendre le C++, bah, du coup, ça n'a pas été fait parce que maintenant, je suis focus sur le Rust. Plus de vidéos orientées aux int et GeoInt. Alors, selon moi, ça a été fait, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de vidéos qui ont été orientées aux int et GeoInt. Je peux notamment penser aux vidéos de résolution de challenge de Gralix, donc de Sofia Santos, sur son blog Gralix, qui a fait plein de challenges par rapport à ça, par rapport à des questions de doint, geoint, suckmint, tout ça. Donc j'avais fait pas mal de vidéos de résolution de ces challenges. Alors je suis assez content parce que je trouve que les vidéos sont vraiment qualitatives. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas encore visionnées. Euh, bon. Mes explications, je trouve qu'elles sont assez claires. Je rentre assez dans les détails. J'explique ma méthodologie, les outils que j'ai utilisés, pourquoi j'ai fait telle ou telle chose. Donc je trouve que les vidéos sont vraiment qualitatives. On apprend vraiment des choses. Le souci, c'est que je les ai sortis quand la chaîne n'avait pas pris encore un tournant aux int GeoInt, je pense. Et du coup, ça n'a vraiment pas fait beaucoup de vues. Le tout premier challenge de Gralix, bah, on peut aller voir ensemble, mais je crois que il avait fait une soixantaine de vues, quelque chose comme ça. Alors que pourtant, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Donc là, on en reparlera après, mais on verra que le top, vous montrer le top 5 des vidéos qui ont le mieux fonctionné en 2023. On verra que le top 1, c'est pas celle. Enfin, on peut se douter de ce que c'est, mais c'est pas la vidéo dont je suis le plus fier. Là, si on va voir au niveau du dashboard, si on va voir, on tape par exemple Gralix, afficher les vidéos de Gralix, on peut voir que voilà, globalement, alors si, il y a certaines vidéos qui ont fonctionné, d'autres non. Savoir pourquoi, à mon avis, c'est bah, l'algorithme YouTube, hein. Allez savoir pourquoi, par exemple, celle-là, elle n'a pas fonctionné alors que c'est exactement le même titre, la même description, absolument tout. Dedans, mais bon, celle-là, elle n'a pas fonctionné auprès de YouTube. Donc en vrai, si. Euh, Si en vrai, il y en a qui ont fait un petit peu de vues, pour rien comparer à, vous allez voir, les vidéos qui ont été le plus vues de cette année. Mais en vrai, c'est un peu. Bon, ça mine un peu le moral parce que des vidéos où je passe 20 minutes vraiment à expliquer la méthodologie, pourquoi j'ai fait telle ou telle chose de manière, on va dire, assez efficace, qui se tape du 40 vues, du 50 vues, 60 vues, bon, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça, et au moins, c'est des choses dont je suis fier, donc c'est le plus important. Euh, donc, je m'étais arrêté au 7, je crois qu'il y en a 20 et quelques. J'ai les write-up jusqu'au 11, je crois, moi, parce qu'en fait, tous les challenges que j'ai fait en vidéo ici, j'ai également un write-up en Markdown que j'ai fait sur Obsidian. On en reparlera après au niveau du blog, mais en tout cas, je les ai jamais sortis, mais tous les write-up là sont présents. D'ailleurs, spécificité des premiers challenges, c'est que la plupart, donc je crois que ceux-là, au moins les trois premiers en tout cas, je crois que les trois premiers ont été faits sans utiliser de reverse image search. C'est-à-dire que en fait tout ça c'est uniquement avec de la logique en regardant tel ou tel endroit de la déduction sans jamais utiliser concrètement le reverse image search. Donc c'était un petit défi que je m'étais fixé en tout cas au début. Je sais plus si j'avais continué, si je crois que j'avais continué par rapport à ça également, cette vidéo-là également. On n'avait pas directement cherché avec ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ces vidéos, je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes. Donc là, plus de vidéos orientées aux int et chez Wint. Je pense que j'ai réussi le truc. J'avais créé quelques petits challenges également sur les vidéos YouTube. Donc par exemple, j'avais une vidéo d'une minute où je posais une question. Et ensuite, il y avait quelques jours où vous pouviez y répondre. Et ensuite, je rebalançais une autre vidéo qui vous montrait comment on faisait pour résoudre le challenge. Donc j'en avais fait deux trois comme ça. Bon, c'était pas des trucs vraiment très compliqués, mais en tout cas, voilà, des petits challenges. J'avais également l'objectif de créer mon auto-entreprise. Donc ça, je ne l'ai pas fait en 2023, mais ici, là, j'ai presque finalisé. Donc en fait, j'avais commencé en 2023, je ne l'avais pas terminé. Que c'était à la fois, ça prenait beaucoup de temps et à la fois de la procrastination.
Mais là, je suis vraiment sur la fin de création d'entreprise. J'attends encore quelques documents qui doivent arriver et bah, le dossier sera complété et je l'enverrai. Donc il faudra encore attendre quelques semaines pour que je puisse recevoir mon numéro SIRET. Et ensuite, je pourrai exercer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc on en reparlera ça également dans les objectifs 2024, parce que ça en fait toujours partie. Mais je vous expliquerai un petit peu plus quelles sont les activités que j'aimerais exercer par rapport à ça. Euh, donc voilà. Alors quand j'ai dit c'était un petit peu de procrastination et aussi au niveau des choses qui me prennent mon temps, c'était surtout que le problème c'est que j'attendais en fait d'avoir suffisamment avancé dans le contenu que je souhaite proposer au niveau de la micro-entreprise pour pouvoir créer l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que les documents, machin bidule, j'attendais que tout soit prêt pour la créer. Le problème, c'est que si je fais ça, bah, je la lancerai jamais parce que jamais tout ne sera prêt à un moment donné. Donc, j'ai pris le problème dans le sens inverse. Je me suis dit, ok, de toute façon, il n'y a rien qui sera prêt. Si j'attends que tout soit prêt, bah, je lancerai jamais l'entreprise parce que c'est pas possible. Du coup, on va prendre le problème en sens inverse. Je crée l'auto-entreprise de force, la micro-entreprise de force. Et du coup, bah, ça m'oblige juste, une fois qu'elle est créée, enfin, pendant la création du truc, de tout tryhard pour que tout soit prêt au moment où je reçois le numéro SIRET. Et du coup, comme ça, je me mets un petit coup de pied aux fesses et bah, ça me permet de me bouger un peu les fesses. Donc voilà, c'était finalement ce que j'ai décidé de faire. Donc là, tout premier, enfin, c'est pas le 1er janvier forcément, mais début décembre, pas du tout, début janvier 2024, j'ai presque finalisé la création de la micro-entreprise. Autre objectif de 2023, donc ça on peut mettre à moitié validé. Euh, plus d'actifs, je vais réussir, plus d'articles de blog. Alors ça, non, je crois qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il y a un article de blog qui est sorti en 2023? Oui, il y a celui sur le l'OSINT sur Twitch, qui a vraiment été un très 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 gros article sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois, qui était sorti. Il y a eu pas mal de bons retours dessus, notamment parce qu'il y a une personne qui s'appelle Irina, ou alors plus connue sous le nom de Cyberdétective sur Twitter, qui qui avait reposté justement le lien sur mon blog de cet article pour faire de l'osine sur Twitch. J'étais vraiment très fier de cet article. Alors, je l'avais totalement écrit en anglais. Et c'est surtout que j'avais fait pas mal de recherches au niveau des outils, des choses comme ça. Et bah, je peux vous le montrer. Alors, si on va sur blog.sinoslabs.com, on peut voir ici que c'était dans OSINT, l'OSINT on Twitch. Et on peut voir que vous voyez, paf, 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 voilà. C'était vraiment quelque chose où j'ai vraiment beaucoup bossé dessus. Il y a énormément de contenu. Il y avait vraiment beaucoup de choses pour avoir une méthodologie. Voilà, je parlais de cette personne, c'est Cible Détective, qui m'a donné quelques astuces. Là, à la fin, je mets tous les liens, les ressources qui ont été utilisées et pour lesquelles je parle là-dedans. On remonte, il y a une table des matières assez exhaustive de ce dont je parle absolument partout dans l'article. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Là, par exemple, je parle des statistiques vidéo. Donc sur Twitch, sur le player, vous pouvez aller ici pour voir les statistiques vidéo, voilà. Les bots. Donc là, j'avais fait un exemple de montrer est-ce que vraiment acheter des bots au niveau des viewers, ça fonctionne. Donc j'avais fait un test. Pour vous, j'avais dépensé 3 euros pour voir que ça fonctionnait. Finalement, bon, j'avais montré que c'était un scam et que du coup, ben voilà. Là, j'avais expliqué. Alors, évidemment, il y a des choses qui ont changé au fur et à mesure du temps. Là, le ban timeout. Ici, j'avais montré que si jamais vous faites ban, vous avez ce type de message, mais que on peut continuer à visionner le stream machin bidule. Maintenant, ça a changé. Il y a des options qui permettent euh, à un streamer de choisir si la personne bannie du chat peut continuer de visionner le live ou pas. C'est-à-dire que avant il y avait que la vision du chat qui était bloquée. Le viewer pouvait continuer de regarder le live. Maintenant, il y a une option à activer pour le streamer pour que quand on banne quelqu'un du chat, il soit banni à la fois du chat et à la fois du live. C'est-à-dire qu'il ne peut plus regarder directement le stream, avec son compte en tout cas. Il peut recréer un autre compte, il peut regarder en navigation privée, ce genre de choses, mais en tout cas, avec son compte, il ne peut plus accéder au stream. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont changé.
Faudrait que je le mette à jour. J'ai pas vraiment la foi parce que ça m'avait pris, pardon, vraiment beaucoup de temps. Voilà, comment, quand on fait un clip, comment ça se passe, les followers, ce genre de choses. Donc c'était vraiment un truc très complet. Il n'y a aucun article sur Twitch qui avait été fait comme ça, aussi complet en Ozint, donc j'ai été vraiment assez fier de le sortir. Voilà. J'avais fait peut-être le teasing d'un tool que j'aurais sorti par rapport à ça, par rapport à cet article-là. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc pourquoi pas par la suite faire ça, mais c'est pas prévu. Et il y avait, donc ça c'était plus d'articles sur le blog, malheureusement bah, je ne l'ai pas fait. Pourquoi également ça m'a un petit peu bloqué? Parce que le blog, il est fait d'une manière pas du tout optimisée, donc c'était donc tout est fait en Markdown de mon côté. Markdown avec Jekyll et Hugo. Alors Hugo c'est le thème. Alors, si on retourne sur mon blog, hop, si on revient en arrière, voilà, donc le thème c'est Hugo, c'est un truc comme ça. Est-ce que c'est le même indiqué en bas? Je sais pas trop. Et en fait, le moteur derrière, c'est Jekyll. Jekyll, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du Markdown. Donc moi, tout ce que j'écris, c'est en Markdown. Et ensuite, ça génère quelque chose qui est lié. Donc là, en fait, tout ce que j'ai fait est marqué en Markdown. Et en fait, c'est après généré en HTML. Et on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et ça, pourquoi c'est chiant? Parce qu'en fait, pour tout déplacer en Markdown, le mettre sur le site, en fait, il faut recompiler à chaque fois. Et c'est un bordel sans nom parce que c'est pas optimisé, ça prend du temps, c'est un bordel sans monstre. Si on veut faire une petite modification, il faut modifier directement dans le fichier Markdown et régénérer la page qui sera ensuite recompilée en HTML. Bon, c'est un bordel sans nom. Et du coup, en fait, là, il y a pas de backend derrière, il n'y a pas d'interaction. Et ça veut dire qu'à chaque fois, je dois me connecter en SSH directement sur mon serveur. Je dois tout recompiler à la main. C'est un bordel, je dois faire des lignes de commande, des trucs, c'est vraiment pas optimisé. Et du coup, vous allez voir en objectif 2024, mais il y aura la reprise forcément des articles, parce que j'ai plein d'articles. Tous les write-up que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, donc que ce soit du Gralix, que ce soit du Hack the Box, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos aussi Hack the Box, de résolution de challenge, machin bidule. Tout ça, j'ai directement les write-up écrits en anglais. Et du coup, je les ai jamais sortis, mais ils sont prêts. Et l'idée, ce serait de restructurer le blog pour avoir quelque chose beaucoup plus pratique pour moi, beaucoup plus propre, beaucoup mieux plié également, parce que là, vous voyez, en fait, j'ai fait en sorte dessus qu'on puisse mettre qu'un seul tag. Donc là, par exemple, pour cette machine-là, il n'y a qu'un seul tag qui est write-up, mais j'aurais pu faire en sorte que le tag, par exemple, pour là, pour cette première, ce serait write-up, tag vulnub, je sais pas moi, tag par exemple privesc, tag plein de trucs. En l'occurrence, il n'y a qu'un tag qui est possible à chaque fois, donc c'est chiant. Donc, objectif 2024 également, c'est reprendre vraiment les articles de blog, mais en passant via quelque chose d'autre. Donc je pense que ce sera toujours du Markdown, parce que c'est comme ça que j'aime bien travailler, mais il faut que je trouve une plateforme qui me permette de travailler et d'uploader les choses de manière beaucoup plus efficace, peut-être avec un login ou quelque chose qui me permet d'accéder à une plateforme, ou pourquoi pas juste un WordPress. Pourquoi pas un WordPress avec un plugin Markdown qui me permettrait directement de me connecter dessus et d'écrire et d'uploader mes articles de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. Il y avait également le live 24 heures. Live 24 heures, bah malheureusement, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a eu des petits problèmes par rapport à Twitch, notamment avec ma connexion internet. Et du coup, j'avais tenté un moment de faire un live 24 heures, sauf que bah, au bout de 2-3 heures, je passais juste mon temps à essayer de diagnostiquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'étais bien parti, j'avais une bonne idée machin de tout ce qu'on allait faire, mais ça n'a pas continué. Au bout de 2-3 heures, j'ai dû arrêter, j'avais vraiment le seum. Et bah, du coup, par rapport à ça, le live 24 heures ne s'est pas fait. Donc un jour, Inch'Allah, si ma connexion revient, bah oui, évidemment, je le ferai parce que je l'avais promis, j'avais des choses à gagner et tout. Alors heureusement, j'ai pas dépensé d'argent pour faire gagner les choses parce que Live 24 heures ne s'est pas vraiment fait, mais c'est toujours dans les bacs, j'ai toujours les bonnes idées. Donc bah, un jour, ça se fera. Ça se fera quand ça se fera. Et voilà. Donc, concernant la rétrospective 2023, j'avais aussi d'autres choses à parler. Donc là, on a vu les objectifs qui ont été accomplis et ceux qui n'étaient pas.
Mais on va voir un petit peu maintenant la rétrospective, qu'est-ce que j'ai fait, de quoi je suis fier, qu'est-ce que j'ai pas pu faire, de quoi je suis content, voilà. Alors, première chose dont je voulais parler, c'est au niveau de YouTube. YouTube, il y a eu une augmentation vraiment significative de la chaîne cette année, parce que j'ai gagné beaucoup en abonnés, j'ai eu pas mal de vues, il y a beaucoup de vidéos concepts dont je suis assez fier qui ont fonctionné, d'autres un peu moins, mais on en reparlera juste après. Et en fait, j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos cette année, je me suis vraiment focus sur YouTube, et ça a fonctionné. Alors, fonctionné dans une moindre mesure, mais pour moi, en tout cas pour ma part, je suis assez content parce que ça a assez bien fonctionné. Alors, évidemment, il y a des vidéos qui ont explosé et d'autres où ça a été des big flops alors que j'avais bossé dessus. Mais bon, c'est toujours le jeu de l'offre et de la demande. Il y a des concepts des fois qui fonctionnent, et également l'algorithme. On ne sait pas trop comment l'algorithme YouTube fonctionne. Des fois ça explose, des fois pas. Des fois c'est recommandé alors que des fois non. Bon, bref, classique. Il y a eu beaucoup de vidéos cette année, notamment des concepts pour lesquels je suis assez fier et qui vont continuer cette année. Donc il y a les fameux bases du pentest. Si on retourne sur ma chaîne YouTube, alors j'ai rien à cacher, du coup vous pouvez voir les stats, combien j'ai gagné voilà, au cours des 28 derniers jours, combien de vues j'ai fait, les vidéos les plus regardées dans les dernières 48 heures, les trucs comme ça. Si on va au contenu et qu'on cherche les bases, alors euh, apprendre le pentest, euh, apprendre le pentest, voilà, j'ai 3 vidéos. Donc la première qui est les bases du pentest, c'est l'épisode 0, qui a très bien fonctionné. Les autres ont fonctionné aussi également, mais un petit peu moins. Donc si on va voir un petit peu les statistiques. Donc ça, c'était vraiment un concept pour lequel je suis assez fier, parce qu'on parle vraiment pas trop de technique, mais vraiment de méthodologie pour apprendre un pentest. Alors ça, je les avais sortis en début 2023, il me semble. Ça avait très bien fonctionné, il y avait pas mal de gens qui étaient contents de ça. Et au bout d'un moment, j'avais pas continué parce que bah déjà j'étais sur autre chose et en plus ça prend vraiment beaucoup de temps pour faire un truc quali parce que c'est de la préparation en amont, tout ça. Donc là, ne vous inquiétez pas, normalement, au mois de janvier, il y a alors je m'avance peut-être un petit peu, mais il y a les 2 prochaines vidéos qui vont sortir par rapport à ça. Donc l'épisode 3 qui doit être l'exploitation, l'épisode 4 qui est, je crois que c'est Privesc, et il y en a un également au niveau du rapport qui devrait sortir. Donc pourquoi pas essayer de terminer cette série des bases du pentest assez rapidement. Si on regarde, la toute première a très très bien fonctionné. Donc 4800 vues, ça fait partie peut-être du top 10 de mes vidéos les plus vues cette année. On peut voir que ça m'a rapporté quand même beaucoup d'abonnés, plus de 108 abonnés. Donc au début, ça a eu un... En fait, c'est monté assez vite en vrai, hein. Au bout de 15 jours, j'ai déjà 400 vues. Alors vous allez dire, en fait, vous voyez peut-être pas par rapport aux choses, mais Euh, moi, ma part, au bout de... Là, on peut voir qu'il y avait déjà une petite montée. Déjà, au bout de 4 jours, comme là, on voit faire 300 vues, pour moi, c'est énorme. La vidéo a explosé avec le nombre d'abonnés que j'avais à l'époque et tout. Faire autant de vues en peu de temps, puis là, on voit que ça continue de monter. Alors, un peu plus doucement ici, mais ça a vraiment bien monté. On peut voir que là, les dernières 48 heures, il y a eu 29 vues sur la vidéo. Il y a vraiment eu beaucoup de vues, il y a eu beaucoup d'intérêt. Si on regarde est-ce qu'on peut voir au niveau des likes? Je vais directement les voir sur YouTube. Hop, on va arrêter ça. Voilà, 126 likes, c'est assez énorme. Il y a eu 12 commentaires. Les gens ont été vraiment contents de voir ça parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit énormément. Donc là, c'était vraiment les bases. Donc là, je parlais de vraiment des différentes phases, des choses comme ça. Il y avait également la deuxième vidéo qui a beaucoup moins fonctionné parce que forcément, la première vidéo d'un concept fonctionne forcément toujours plus que la deuxième. Mais je crois qu'elle avait été pas mal reçue au niveau des commentaires. Alors, j'avais eu que 4 commentaires, mais euh, alors c'était pas sur cette là, mais je croyais avoir vu un commentaire, c'était peut-être sur une autre vidéo, qui me disait que c'était intéressant d'avoir ces vidéos-là parce que ça permettait de voir. euh, te- 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 je sais plus où c'était, mais en gros, c'était. Alors, c'était pas sur cette vidéo, mais c'était sur une autre vidéo qui me disait que c'était cool de voir aussi les phases d'un pentest un peu plus. Pas forcément techniques. Parce qu'on voit souvent les tutos sur comment, je sais pas moi, comment exploiter une certaine CVE, machin, mais il n'y avait pas forcément de comment ça se passe au niveau d'un kick-off meeting de pentest,
comment s'organisent les réunions avant qu'un pentest commence en entreprise. En fait, le problème, c'est que si vous n'êtes pas en entreprise, si vous n'êtes pas, pardon, en entreprise, vous n'êtes pas forcément au courant de comment ça se passe pour quand un client vient vous voir. Bonjour, j'aimerais un pentest. Oui, alors, quelles questions faut poser, comment on organise un pentest, comment on s'y prend, comment faire un kick-off, ce genre de choses. Et du coup, dans cette vidéo-là de 42 minutes, j'aborde ça assez en détail. Je me base sur un framework. Alors, j'avais pas mis le lien ici. Je crois que j'avais mis le lien dans la nouvelle vidéo. Je sais plus comment s'appelle le framework. Je crois que c'est l'OSSTMM. Non, c'est le PTES. Voilà. C'est le PTES. J'avais pas mis le lien dans la vidéo, c'est bizarre. Ok. Bon, cette vidéo-là a beaucoup marché, mais en vrai, 1000 vues, c'est vraiment bien pour la plupart des vidéos que je fais, donc vraiment content. Et la dernière, c'était la phase d'énumération. Donc là, qui a un peu moins fonctionné également, mais plus que, on peut voir plus que mes performances habituelles. Euh, Ça m'a pas rapporté beaucoup d'abonnés, mais pourcentage moyen de la vidéo regardée, 16%, ça reste à peu près en globalité pas trop mal. Donc en vrai, assez content de celle-là aussi. Et du coup, là, je crois que c'était la phase d'énumération, c'était la deuxième phase. Détail. Ouais, c'était l'épisode 2 en tout cas. Épisode 2 et bah, je pense que du coup en début d'année, là je continuerai enfin, au moins deux ou trois les 2 ou 3 prochains épisodes. Donc ça va continuer. J'avais également le concept de comment débuter le pentest avec Hack the Box. Ça qui a beaucoup, enfin qui a vraiment bien fonctionné. Alors je sais plus c'était quoi avec Hack the Box. Voilà, débuter en pentest avec Hack the Box. Là, il y a les vidéos. Alors, c'était l'épisode 0, c'était celui-ci. L'épisode 1, le premier épisode, c'est celui-ci qui a vraiment bien fonctionné. On peut voir, alors 1200, ça a monté d'un coup. Alors forcément, il y a beaucoup moins de vues, mais parce que je l'ai sorti quand, à quelle date? Je l'ai sorti en octobre. Octobre, novembre, décembre, voilà. Donc ça fait que 3 mois qu'elle est sortie, elle est déjà à 1200 vues. On peut voir que ça continue, elle continue toujours de faire des vues. Elle m'a rapporté un petit peu d'abonnés. Donc celle-là, elle était vraiment pas mal vue. Je me suis dit, donc là, ça parle également, enfin, ça parle de hack de box, mais avec le starting point. Le starting point, c'est vraiment les box les plus faciles qui existent. C'est vraiment plus des tutos que des box. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas pour les débutants, de montrer concrètement la méthodologie qu'on doit adopter quand on veut faire un pentest ou une machine hack de box. Donc j'explique vraiment tout de A à Z. Alors, j'explique pas non plus comment installer une machine virtuelle, mais j'explique Nmap, à quoi ça sert, pourquoi j'utilise, ce qui est bien aussi dans ces vidéos-là, c'est que j'explique ma réflexion. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui débute et je me dis, ok, là j'ai un port 80, qu'est-ce que c'est qu'un port? Qu'est-ce que c'est que le port 80? Donc je vais sur Google, je tape port 80, qu'est-ce que c'est? Voilà. J'explique vraiment ma méthodologie de A à Z, toutes les recherches que je fais pour aider les débutants qui veulent se lancer à obtenir un esprit, on va dire, critique qui leur permet d'aller faire leurs propres recherches pour être à la fin autonome. J'avais fait pas mal de vidéos sur Ozin Join, ça on l'avait vu avant dans les objectifs. Et j'avais également fait pas mal de write-up. Alors, si on cherche write-up, j'en ai fait beaucoup avec Gralix, justement. J'en ai fait pas mal également sur du hack de box. Donc ça, je suis assez content. Alors, j'avais aussi pas mal, donc ça c'était Oui, c'était aussi en 2023, donc j'avais fait du Actoria. J'avais fait également sur du TryHackMe, il y avait des rooms OSINT, j'avais fait pas mal de choses. Bon, le problème, c'est que bah, ça a pas vraiment trouvé son public. Il n'y a pas eu beaucoup de vues. Investigation, ça a pas mal fonctionné. Mais toutes les autres, on peut voir que bon, 40-50 vues pour le mal que je me donne avec les explications. Voilà, une vidéo de 30 minutes où j'explique bien ma méthodologie, comment je fais ça. À chaque fois, j'ai fait. Alors, est-ce que j'ai expliqué? Il faudrait que je retourne voir, mais je crois que il y a une partie. Hop, il y a une partie où j'explique avec en utilisant Metasploit et une autre partie sans utiliser Metasploit, je crois. Je crois que je fais les deux. Voilà, donc je m'étais bien cassé la tête. 30 minutes de vidéo pour me taper du 75 vues. Un peu chiant, quoi, un peu dommage. Mais bon, c'est les choses qui arrivent. Les write-up, en plus c'est en français, donc peut-être que ça trouve pas forcément son public. Après, en vrai, je me dis, quand c'est toujours comme ça, vous voyez là par exemple, celle qui a le moins fonctionné, c'est celle-là sur Cap.
me dis, ok, 41 vues, j'ai quand même 4 j'aime. Alors peut-être que moi j'ai auto-liké ma vidéo. Pardon, ça m'arrive, non, j'ai pas auto-liké. 4 j'aime, je me suis dit, ok, cette vidéo fait que 40 vues, a été vue 41 fois, mais au moins ça a peut-être aidé 41 personnes, donc j'ai pas fait ça pour rien. Même si ça aide une seule personne, je suis content de le faire. Voilà. C'est comment ça s'appelle? Ce que je me dis pour pas perdre espoir, quoi, pour continuer. En vrai, ça aide au moins une personne, j'ai réussi et la vidéo est utile. Donc là, c'était par rapport à peu près aux concepts que j'ai sortis cette année. Alors, c'est pas vraiment des concepts, mais c'est des types de vidéos que j'ai sortis cette année. Qu'est-ce qu'il y avait également? Augmentation significative de la chaîne YouTube. On peut voir si on regarde les données d'analyse par rapport aux vues. Alors là, c'est les 28 derniers jours. On peut voir que déjà en 48 heures, vous voyez, 48 heures, j'ai fait 400 vues. En vrai, c'est pas rien. C'est vraiment cool. Là, en un mois, j'ai fait 449 heures de vidéos visionnées. Si on va là-dedans, on peut voir que les revenus, là, je suis en cours d'examen pour pouvoir générer des revenus. Alors, c'est la toute première étape, c'est fallait obtenir 3000 heures visionnées sur 365 jours. Donc, par rapport à ça, j'ai réussi le premier palier. C'est-à-dire que normalement, je pense que maintenant, vous pourrez, comme sur Twitch, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez me faire... Alors, je sais plus, je sais pas exactement comment ça se passe. Soit, en gros, vous pourrez faire des dons directement sur la chaîne YouTube. Soit, vous pourrez vous abonner, mais de manière payante. Donc, par exemple, comme un abonnement tous les mois, en versant, je sais plus combien, 3 ou 5 euros sur la chaîne YouTube. Donc, ce sera pour me rémunérer pour le travail que je fournis. Je rappelle que je vous fournis gratuitement depuis quelques années. Donc, si on va voir les statistiques, on peut voir que voilà, 28 derniers jours, j'ai fait pas mal de vues. Si on regarde un peu plus sur les 365 derniers jours, on peut voir que j'ai fait pas mal de vues. Il y a eu quelques pics. Là, par exemple, ici, il y a eu un pic euh, en mars. Il y a eu 300 vues. Là, il y a eu un énorme pic en juillet. Alors, juillet, je sais pas ce qui est sorti. Le 28 juillet, apparemment, il y a une vidéo qui a bien fonctionné. Là, malheureusement, il ne met pas quelles sont les vidéos qui ont bien fonctionné. Et on peut voir que là, en début décembre, il y a eu également un pic, un très gros pic. Pourquoi? Parce que j'ai sorti des vidéos de concept, de calendrier de l'Avent. Ça, on en reparlera un petit peu après. Mais on peut voir qu'en globalité, sur l'année, la courbe a été plutôt ascendante. Ça a fait pas mal augmenter au niveau des vues. Les durées de visionnage aussi, on peut voir que ça a augmenté pas trop mal. Et on peut voir que aussi, sur la fin d'année, là, j'ai commencé à gagner vraiment pas mal d'abonnés sur la fin. Encore une fois, en décembre, j'ai eu un gros pic d'abonnés. Voilà, 25 abonnés le samedi, donc c'est assez énorme. Et on peut voir que, du coup, les vidéos populaires sur cette période, Kali Linux était la vidéo la plus vue de 2023. Alors, c'est clairement la vidéo dont je suis le moins fier, mais malheureusement, c'est celle qui a fonctionné le mieux. J'aurais préféré que ce soit un write-up de Gralix ou un truc avec vraiment qualitatif qui fonctionne. Malheureusement, les gens recherchent principalement du contenu, je vais pas dire putaclic, mais des trucs un peu moins intéressants. Kali en fait partie. Malheureusement, c'est ce qui fonctionne. Si on regarde la vidéo, en fait, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Elle dure que 14 minutes. Il n'y a rien de technique dedans. C'est juste que, voilà, 113 likes, 12 commentaires en mode super format, machin. Les gens sont contents. Alors que, littéralement, je suis sur le site web de Kali. J'ai sorti la vidéo en mars 2023. Bah voilà, quand on voyait les statistiques ici de voilà, mars 2023, donc là c'était la vidéo Kali qui était sortie. Après, elle a monté au fur et à mesure du temps, mais sur le coup, elle m'a pas fait beaucoup de vues. Euh, En fait, regardez, dans tout le long, juste, je dis les changements qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, voilà, et je ne parle que de ça. Il n'y a vraiment rien de technique. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de pertinent. Donc je suis en soi, c'est une vidéo informative comme il en existe en doute, mais il n'y a vraiment rien de foufou. Et pourtant, cette vidéo, c'est la vidéo la plus vue de 2023. Pourquoi? Parce qu'il y a Kali Linux dans le titre. Kali Linux 2023. Alors, je vous avoue que j'ai peut-être un petit peu joué de ça aussi. En mode Kali Linux 2023, Purple.
j'ai précisé Purple parce que la version s'appelle Purple. Donc là, j'ai essayé de faire du SEO au maximum. Alors, pas forcément putaclic, mais un titre assez aguicheur est incroyable, en mode truc de fou. Je vous avoue que cette vidéo, je savais au fond de moi qu'elle allait marcher. Alors, je ne l'ai pas faite forcément pour qu'elle marche. Je savais parce que, en vrai, c'était quand même intéressant de voir les nouveautés de Kali Linux. Mais je vous avoue que j'étais presque sûr que cette vidéo allait fonctionner. Et effectivement, bah, elle a fonctionné parce que dans le titre, il y a Kali Linux. Et que je l'ai fait lors de sa sortie, en 2023. Donc, bon, on sait que ce type de vidéo fonctionne. Et là, je me suis dit, donc la première partie de la monétisation avait été activée. En tout cas, là, on a vu dans le, comment ça s'appelle, dans les revenus que c'était en cours d'examination, en cours d'examen. Mais la deuxième partie, pour avoir la monétisation, là, la deuxième partie, c'est pouvoir avoir directement les pubs. Les pubs sur les vidéos pour que, en fait, quand vous regardiez mes vidéos, ça me rémunère gratuitement. Donc vous regardez juste les pubs, vous ne payez rien. Et c'est YouTube, ensuite, en fonction des pubs que vous avez visionnées, qui me reverse une certaine partie. Donc ça me permet quoi? Ça me permet de me rémunérer pour le travail que j'ai fait, sans que vous ayez vous-même besoin de donner de votre propre argent. Donc je trouve que c'est quand même mieux, parce que au moins, vous n'avez pas besoin de donner de votre poche. Mais le problème, c'est qu'il faut arriver à 4000 d'heures visionnées. J'en suis qu'à 3000. Et en fait, comme c'est un peu méchant leur truc, parce que c'est sur 365 jours. Il faut faire les 4000 heures de visionnage. Là, vous voyez, j'en suis qu'à 3000. C'est-à-dire que les vidéos qui ont fonctionné, qui ont fait du buzz, va falloir, là, les heures de visionnage, vous voyez que ici, celle-là, elle a fait 27 heures de visionnage actuel, enfin, quand elle est sortie. C'est-à-dire que si j'attends et que je ne ressors pas de vidéo, mon nombre d'heures visionnées va baisser, parce que c'est sur 365 jours. Et du coup, il va falloir que je ressorte des vidéos qui marchent au minimum autant, voire même plus, pour que ce nombre augmente. Et du coup, vient la théorie en mode, ok, j'ai fait des vidéos que je trouve ultra intéressantes pour ma part, donc tout ce qui est write-up, les trucs techniques comme ça, je trouve vraiment intéressantes, qui ajoutent une plus-value, mais je me dis, ok, pensons de manière un peu plus intelligente, les gens veulent des choses un peu plus sensationnelles, veulent du contenu plus facile à digérer, veulent pas forcément des trucs techniques, parce que les gens, souvent, on va pas se mentir, YouTube, c'est principalement une plateforme de divertissement. On va pas se mentir, ce qui fonctionne le mieux, les plus gros YouTubeurs, c'est... Alors, évidemment, il y a des exceptions, mais les très très gros YouTubeurs, les top YouTubeurs de tous les pays, ce n'est pas des gens qui font de la tech. Et quand je dis de la tech, oui, il y a peut-être des gens dans le top qui font des reviews de smartphones, de trucs comme ça, mais ça reste du divertissement. Ce n'est pas des choses très techniques, de niche comme je fais. Mais quelqu'un qui explose sur YouTube, qui fait des vidéos de pentest et des trucs comme ça, c'est très rare. Alors oui, vous allez me dire qu'il y a... Alors, comment il s'appelle? C'est... euh, mince, j'ai perdu le mot. J'ai perdu son nom. Celui qui fait des write-up de Hack the Box. Euh, Hack the Box, write-up. Comment il s'appelle? Truc sec. Voilà, IPsec. IPsec, oui. Il a 227 000 abonnés et encore, bon, vous voyez, 2 semaines, 3 semaines, il fait que du 6 000 vues, c'est pas non plus incroyable. C'est quelque chose de niche, mais ça fait des années qu'il est connu pour ça et voilà. Euh, mais il n'y a pas vraiment de. Alors, si, il y a John Hammond. John Hammond, c'est vraiment la référence. Voilà, 1 million d'abonnés. Lui, il sort des vidéos régulièrement, il fait énormément de vues. Mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et il est anglais, donc forcément, enfin américain, donc forcément il touche beaucoup, beaucoup plus de monde. Mais en France, il n'y a aucune chaîne comme ça qui explose vraiment. Alors il y a des chaînes comme Wacked et Processus, il y a qui d'autre encore? Je crois qu'il y a Hafnium aussi. Mais si vous regardez, toutes ces chaînes-là, alors à part Processus, où c'est vraiment, vous voyez, même lui, il a 58 000 abonnés, 55 000 abonnés, donc vraiment pas mal d'abonnés. Il est dans les top chaînes françaises de hacking, de sécurité informatique. Et vous voyez, bon, il y a 2 mois, il fait du 9000 vues. C'est pas non plus des choses incroyables. Et on va pas se mentir que, alors lui, c'est quand même un petit peu technique, mais voilà, c'est pas non plus des trucs ultra poussés. Alors attention, je dis pas, c'est pas une critique, hein, je dis pas que moi je fais des trucs poussés, mais c'est
tout ce que je fais, c'est vraiment de la technique. Là, c'est beaucoup plus de la vulgarisation. Euh, je ne connais pas de gros youtubeurs français qui font des write-up d'actes de boxe, de trucs cosine, de machins comme ça. Moi, je me suis spécialisé là-dedans. La plupart des youtubeurs français qui fonctionnent, donc par exemple, si on va voir Waked, Waked, j'imagine, qui est vraiment le premier youtubeur hacking en France, on peut voir que voilà, toutes les vidéos qu'il fait, c'est uniquement de la vulgarisation. Là, il parle de ChatGPT. Là, ça parle de CTF à 15 000 euros. Voilà, le retour des hackers. Donc là, c'est du React. Encore une fois, c'est pas de la critique, mais c'est juste pour dire que les vidéos qui marchent de hacking sur YouTube, soit c'est du sensationnel, soit c'est des choses qui sont comment ça s'appelle? De la vulgarisation. Et alors, Processus, il a fait quelques vidéos. Processus Suisse, lui aussi a pas mal d'abonnés. Et il fait des vidéos alors, beaucoup plus techniques que ce qu'on a vu au niveau des autres. Donc, des récupérations. En fait, lui, c'est plutôt des tutos. C'est pas des write-up, c'est pas des choses comme ça, c'est vraiment des tutos. Donc, alors, c'est encore très utile. Il y a des choses qui sont vraiment poussées. Quand on parle d'injection de DLL, des trucs comme ça, c'est poussé. Pareil, les contournements de virus, de DR, de choses comme ça, c'est poussé. Mais on peut voir que, encore une fois, il fait pas énormément de vues. On peut voir que voilà, craquer un mot de passe, machin bidule, il fait que du 10 000 vues pour presque 50 000 abonnés, c'est pas énorme. Il sort pas non plus des vidéos très régulièrement, mais voilà, il y a quelques vidéos euh, qui se démarquent, mais on peut voir qu'à chaque fois, ce qui se démarque, c'est vraiment avec des titres, on va dire, assez aguicheurs, et du coup, on voit ce qui fonctionne sur YouTube, et bah, du coup, on peut faire une tendance que, en globalité, ce qui fonctionne sur YouTube, c'est pas forcément des concepts ultra techniques de niche, c'est vraiment des choses de vulgarisation ou qui donnent envie aux gens de cliquer sur la vidéo. Et du coup, je me dis, bah, pour arriver finalement à mes objectifs et ensuite être tranquille, activer la monétisation et pouvoir refaire des choses qui me plaisent vraiment, bah, je vais me faire un peu de mal. Et tant pis si je sors une ou deux vidéos euh, dont je suis pas le plus fier, si j'arrive à atteindre les 4000 visionnages grâce à ça, bah tant mieux. Au bout d'un moment, faut pas non plus avoir un ego surdimensionné, se dire non, moi de toute façon, je vais faire que des write-up aux int qui vont faire 50 vues. Au bout d'un moment, si j'ai envie de faire évoluer la chaîne et de proposer ensuite des write-up, des trucs comme ça au plus grand nombre, eh ben, au bout d'un moment, je suis obligé de passer par la case. Ok, peut-être que je vais faire des trucs légèrement en dessous de la qualité que j'aimerais proposer, mais ça, c'est un bien pour un mal, vu que ça peut faire connaître la chaîne. Et ensuite, je pourrais proposer mes write-up au plus grand nombre. Donc voilà, c'est ma vision de la chose. Donc attendez-vous dans les prochains mois, en tout cas prochaines semaines, à avoir des vidéos qui sont peut-être un petit peu moins quali, mais quand je dis quali, un petit peu moins qualitatives évidemment, mais qui pourraient toucher le plus grand nombre. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Donc, si je reviens également euh, sur les vidéos de 2023 qui ont le mieux fonctionné, il y a eu forcément la vidéo review. Non, c'est Kali Linux, c'est incroyable. Donc Kali Linux, c'est celle qui a le mieux fonctionné. Elle a fait du 7600 vues, donc assez incroyable. Deuxième vidéo qui a le mieux fonctionné, site local. Je m'y attendais pas, mais en fait, on peut voir que cette vidéo, 1400 vues, on peut voir qu'en plus ça continue de monter. En fait, la vidéo qui a le mieux fonctionné, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette vidéo, elle dure que 7 minutes. J'explique comment faire en sorte d'avoir un site web chez soi, accessible depuis Internet. Avec faire du port forwarding sur sa box et trucs comme ça. Et du coup, j'imagine que ce tuto, il y a pas mal de gens qui ne savaient pas comment faire ça. Ça a intéressé pas mal de monde. Et du coup, les gens se sont dit, ok, j'ai envie de chercher ce terme-là. Et on peut voir que c'est une vidéo qui a pas mal de rétention. 36% de moyenne de vidéos regardées, c'est assez élevé. En tout cas, c'est beaucoup plus élevé que la plupart. Donc, ça, c'est des choses qui ont plu aux gens. Également, troisième vidéo la plus vue, avec Tor. On crée un site web Tor rapidement.
Ça, c'est une vidéo qui a extrêmement bien fonctionné également. Voilà, 1400 vues. Donc, on voit que c'est en nette augmentation. Alors, ça, c'est un petit tuto également sur Linux, comment créer un site web facilement au niveau de Tor. Bon, bah, c'est un tuto classique aussi, ça a l'air d'avoir pas mal fonctionné. J'avais refait un autre tuto sur Windows pour expliquer, parce qu'il y a eu quelques personnes qui m'ont dit ok, sous Linux c'est bien, mais j'aimerais bien que tu me montres comment faire sur Windows. Alors cette vidéo au début a explosé, puis ensuite elle a arrêté de fonctionner, donc bon, il y a eu quand même quelques vues. Je pense que ça a aidé certaines personnes quand même le tuto, mais bon, ça n'a pas été exceptionnel. Et donc on en a parlé juste avant, mais débuter en pentest. Débuter en pentest, ce sont des vidéos qui ont assez bien fonctionné. Alors la première a explosé, la deuxième un peu moins, et au fur et à mesure, on va voir que ça s'est un peu plus cassé la figure. Donc là, 1200, on peut voir que ça a bien explosé. Là, 800, ça a explosé au début, puis après plus rien. Voilà, l'algorithme de YouTube, hein, allez comprendre pourquoi ça fonctionnait bien et d'un coup plus rien. Ici, bon, pas grand chose non plus, on peut voir que 243 c'est bof. Et on peut voir que c'est là pareil. Au début, ça a fonctionné, et après, pouf, calme plat, il s'est passé plus rien. Enfin, il s'est plus rien passé. Et voilà. Donc j'ai arrêté par rapport à ça au niveau des vidéos parce que je me suis dit j'ai fait le tour. Et si à chaque fois je passe, vous voyez 43 minutes hein, quand même, hein. Si à chaque fois je passe ma vie à faire des trucs qualitatifs, à essayer d'expliquer aux débutants pourquoi telle ou telle chose, pourquoi je fais ma méthodologie, pourquoi machin, pourquoi bidule, que je rentre vraiment en profondeur et que finalement je me tape du 200 vues, alors vous comprenez que je fais pas ça que pour les vues, je fais ça aussi pour aider quelques personnes. Là, en soi, dans le fond, 237 vues, j'ai forcément aidé des personnes. Est-ce que j'ai des commentaires sur cette vidéo? Non. Si, j'ai une vidéo de CQ Info ouais, CQ Info. Donc c'est une personne qui est vraiment, si vous allez voir la plupart de mes vidéos, il commente presque toutes mes vidéos, donc c'est vraiment la personne la plus active de ma chaîne, je le remercie. Mais vous voyez, il n'y a qu'une vidéo de lui, il n'y a aucune autre vidéo, donc. Enfin, aucune autre commentaire, pardon. Pourquoi je dis vidéo? Il y a quelques commentaires de lui, il n'y a aucun autre commentaire. Donc je me dis, au bout d'un moment, c'est bien beau de faire des vidéos par passion, mais là, ça fait une année que je fais des vidéos. Je viens seulement de commencer à toucher la monétisation. Et je me dis, au fond, pourquoi faire des vidéos où je m'acharne, où je prépare la chose, je passe 43 minutes à expliquer en profondeur machin, pour me taper du 200 vues, alors que je fais une vidéo de 15 minutes présentation de Kali où je me tape finalement du 7500 vues, vous vous doutez que, bon, au niveau de la satisfaction, à certains moments, c'est assez limite. Mais c'est quelque chose que j'aime faire et je me dis, ok, en 2024, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu plus m'élargir, je vais faire les vidéos de manière un peu plus intelligente et je vais me dire, ok, ça sert à rien de forcer à faire que des trucs qui fonctionnent pas. Eh ben ok, pour me faire un peu plus connaître, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un mix de vidéos, un peu moins travaillées, mais qui trouvent plus son public, comme les choses sur Kali Linux. Peut-être que évidemment c'est un petit peu plus aguicheur. Je n'irai pas jusqu'à dire putaclic, mais c'est un peu plus aguicheur. Ça fera plus de vues pour ensuite me permettre de ramener du monde et de faire des vidéos qui me plaisent un peu plus, des vidéos tuto, des vidéos write-up, des trucs comme ça. Donc ça c'était... Ah oui, et la dernière vidéo qui a fonctionné le mieux, c'est retrouver les vidéos supprimées de YouTube. Ça continue de pas mal fonctionner, on peut voir que c'est en nette augmentation, c'est même, alors, je ne vais pas dire exponentiel, mais plus ça monte bien. En fait, au début, ça n'a pas trouvé son public. On peut voir que vraiment, au bout de 2 mois, il y avait du 150 vues. Mais là, je ne sais pas pourquoi, ouais, au bout d'une 120aine de jours, ouais, 150 jours à peu près, ça a commencé à exploser. Et là, ça monte vraiment de plus en plus. Et ça continue de monter. Donc en vrai, c'est cool, hein. Donc là, si on prend par exemple 150, jour 150, j'étais à 300 vues. Jour 250, ça a triplé. Donc x3 en 100 jours, en 3 mois, en vrai, c'est cool. Donc je sais pas pourquoi ces vidéos-là, d'un coup, explosent. Mais en tout cas tant mieux, non? Et là, voilà, c'était le top 5 des vidéos les plus vues de ma chaîne YouTube en 2023. Le mois de décembre a été également bien rempli. Pourquoi? Parce que vous avez vu que j'ai sorti 3 concepts de vidéos. Il y avait l'osint of code, qui était de la programmation.
le Zint, n'importe quoi, Advent of Code, qui était de la programmation, Advent of OSINT, qui était un calendrier de l'avant de l'OSINT avec des challenges OSINT, et l'Advent of Cyber, sur Try Hack Me, qui était de la sécurité informatique. Alors, on va commencer avec celui que j'ai arrêté en plein milieu, qui était l'Advent of Code. Pourquoi j'ai arrêté en plein milieu? Alors déjà, on peut voir que de toutes les vidéos, l'Advent of Code, c'est celui qui faisait le moins de vues. Pourquoi? Parce que en fait, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne orientée sécurité informatique. Même si la programmation, c'est lié à la sécurité informatique, c'est pas une chaîne orientée programmation. Il y a des chaînes vraiment qui sont spécialisées là-dedans. Et à mon avis, ça n'a pas trouvé son public. Donc l'Advent of Code, j'ai voulu tenter. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, programmation, j'aime bien ça. Alors, programmation, j'aime bien ça. Euh, vous verrez pourquoi après j'ai arrêté, mais en tout cas, la programmation, ça me déplaît pas. J'aime bien faire des petits projets, des machins, des trucs perso. Donc, ok, ça peut être cool. J'avais envie d'apprendre le Rust, donc je me suis dit, ok, je vais faire l'Advent of Code en Rust. Et c'est là que ça a commencé à se compliquer. Pourquoi? Alors en soi, les premiers challenges, ok, c'était cool. J'avais déjà fait un ou deux challenges l'année dernière, que je me suis dit, je vais tester, voir à quoi ça correspond, et j'avais bien aimé. En fait, l'Advent of Code, à quoi ça correspond? Si on va Advent of Code, si on va sur le site de l'Advent of Code, ici on peut voir que, d'ailleurs pourquoi le 24 est là? Pourquoi c'est dans ce sens-là, je sais pas trop. On peut voir qu'en fait, voilà, on a, on nous dit ce qu'on doit faire, on a un exemple, ensuite on a un input. Bon là, voilà, on a un input, et une fois qu'on a l'input, on doit coder ce qu'on nous demande pour donner le résultat et réussir à répondre à la question. Le souci, c'est que ça, en fait, c'est des patterns qu'on doit retrouver. C'est comme si c'était de l'optimisation, en fait. Et moi, je suis très nul en algo. Je suis fort pour faire, par exemple, truc tout bête. On en parlera après, mais j'ai fait un outil il y a quelques semaines de ça qui s'appelle Snap Intel. C'est un outil d'OSINT en Python qui permet de récupérer des informations sur le compte Snapchat d'une personne. Donc, son username, si jamais elle a une photo de profil, une photo de couverture, son bitmoji, voilà, plein de choses comme ça. Ça, je n'ai eu aucun problème à le faire parce que c'est quelque chose de concret. Je sais que mon code n'est pas optimisé, mais il fonctionne. Et après, bon, ça pourra être optimisé avec le temps, mais voilà, c'est quelque chose de concret. Je sais ce que je fais. J'avais envie de le faire, donc évidemment, c'est beaucoup mieux quand on a envie de faire les choses. Mais c'est quelque chose qui fonctionne, qui est un cas concret. Là, ici, ce n'est pas concret. Enfin, c'est des choses qui ne servent à rien. On nous dit, oh là là, vous avez une ligne ABC 2. En fait, il faut prendre le premier et le dernier et les concaténer. En fait, ça n'a aucun sens, il n'y a aucun but à ça. C'est juste cracher du code pour cracher du code. Et du coup, j'ai un petit peu plus de problèmes avec ça parce que l'algo bête comme ça, j'ai beaucoup plus de mal à me projeter dedans. Plus le fait que j'ai voulu le faire en Rust, Rust qui est un langage que je ne maîtrise absolument pas parce que j'ai débuté genre 2 semaines avant. Du coup, en fait, le fait de le faire en Rust, ça me rajoute une complexité supplémentaire. Si je l'avais fait en Python, j'aurais été beaucoup plus rapide. Et du coup, ce qui fait que même le tout premier jour, le tout premier challenge, on peut voir que déjà, celui-ci, j'ai pas pu répondre à la question pour le deuxième parce que au niveau de l'algo, j'arrivais pas à le trouver, c'était trop compliqué. Eh ben, je crois que la vidéo a duré facilement 1 heure. Donc imaginez, jour 1, j'ai déjà passé 1 heure uniquement sur la première partie de la première question. Donc ça a continué, et au bout d'un moment, genre le 6e, 7e jour, je passais, je ne vous mens pas, hein, je passais entre 2 et 3 heures par jour à essayer de résoudre le challenge en Rust. Alors imaginez devoir faire une vidéo Advent of Code qui me prenait 3 heures par jour, plus une vidéo Advent of OSINT qui me prenait d'abord un peu de temps pour résoudre le challenge OSINT et ensuite faire une vidéo pour expliquer ma méthodologie, plus encore une vidéo Advent of Cyber sur Try Hack Me à partir de 17h, parce que le challenge est dispo à 17h, pour pouvoir faire directement la room et en faire une vidéo. En fait, je passais juste mes journées à faire de l'Advent of quelque chose,
Et c'était beaucoup trop. Donc à partir du jour 8, j'ai totalement... Si on peut fermer. À partir du jour 8, j'ai totalement arrêté l'Advent of Code. J'ai eu un seul ou peut-être deux commentaires grand max qui me disaient pourquoi tu l'as arrêté. J'avais expliqué que bah, ça me prenait beaucoup trop de temps, que c'était pas forcément ce qui était le plus demandé, et que en plus, bah, à cause de Rust, ça, je m'étais mis une complexité supplémentaire. Et du coup, ben, ça, je l'ai abandonné. Après, en vrai, j'aurais pas pu tenir le rythme, hein, très clairement. C'était juste pas possible. L'Advent of OSINT, alors c'est clairement mon coup de cœur. C'est clairement ce que j'ai préféré faire. C'était vraiment très 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 bien. Notamment par la qualité des challenges, qui était vraiment exceptionnelle. Donc osintforfun.eu, je le rappelle. Donc c'est des challenges. Je refais un petit peu de pub parce que c'était vraiment cool. Ce sont des challenges qui ont été proposés par toutes ces personnes-là, qui sont des membres de la communauté OSINT. OSINT comme ça. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est une communauté. C'est un site web ici pour faire des challenges, ainsi qu'un serveur Discord pour échanger, poser des questions, avoir un peu d'aide sur les challenges et tout comme ça. Ils proposent même des certifications et pas mal de choses. C'est une plateforme pour apprendre l'OSINT. Si vous n'avez aucune connaissance en OSINT, allez dessus, faites les challenges et vous allez monter en compétences assez rapidement. C'est vraiment très qualitatif. Il y a des nouveaux challenges qui sortent toutes les semaines. Il y a un système de saison avec un nombre de points, un classement, tout ça, donc c'est vraiment cool. Et en fait, ici, on peut voir que bah, du coup, il y avait des write-ups qui ont été sortis tous les jours. Donc moi, j'ai sorti les miens en vidéo chaque jour. Alors, certaines journées n'ont pas été sorties. Euh, pardon. Certains write-ups ont été sortis le lendemain parce que j'avais pas réussi à résoudre le challenge. Mais en tout cas, tout a été sorti. Bon, à part le tout dernier parce que c'était un bonus et je l'ai vraiment pas fait. Mais je vous invite à aller voir à la fois mes vidéos et à la fois les write-ups de Mathieu C qui lui a fait les write-ups en version papier, en version PDF. Donc c'est vraiment quali. C'est assez bien expliqué. Et puis surtout qu'à la fin, dans tous les challenges, le titre du challenge avait en fait une signification. C'était un petit easter egg. Un petit easter egg, pardon. Et en fait, ce qui était bien, c'est que ça voudrait dire que en fait, le 1er décembre, le challenge était en lien avec quelque chose qui s'était passé le 1er décembre. Le 2 décembre, le challenge du 2 décembre, c'était un challenge en lien avec quelque chose qui s'était passé le 2 décembre, et ainsi de suite. Et en fait, le principe du calendrier de l'avant d'usine, c'est que chaque jour, il y avait un événement qui était lié le même jour. Alors, pas forcément évidemment la même année, mais en tout cas le même jour d'une autre année. Et ça, c'était vraiment cool. Alors, pas vraiment. Donc ça, dans sa globalité, tous les challenges étaient vraiment qualitatifs. Il y en avait qui étaient vraiment beaucoup plus compliqués que d'autres. Il y en a qui étaient un peu plus tirés par les cheveux, mais en vrai, en général, c'était vraiment cool. Juste, alors, petit bémol, pas vraiment un bémol, mais il n'y avait pas énormément de challenges orientés GeoInt. Alors moi, encore une fois, c'est préférence personnelle, mais j'aime beaucoup le GeoInt, et j'aurais peut-être préféré que ce soit légèrement un petit peu varié sur ce qui pouvait se faire. Alors, il y avait beaucoup de recherches Google, il y avait énormément aussi de recherches Wikipédia, donc j'imagine que principalement les challenges ont été conçus par rapport à une date sur Wikipédia, ou par exemple le 2 décembre. On va sur le Wikipédia du 2 décembre, on regarde ce qui a eu lieu, donc par exemple 2 décembre, Wiki, par exemple on rentre sur le 2 décembre, si on regarde Thriller, voilà, on peut voir que le 2 décembre il y avait Thriller, donc on va dessus, et j'imagine qu'après ils ont regardé par rapport à ça, s'il n'y avait pas des choses intéressantes qui pouvaient sortir. Voilà, en tournée, le clip vidéo, en résumé. J'imagine qu'ils ont essayé de trouver des informations par rapport à ça. Donc en fait, une fois qu'on avait un petit peu compris que la plupart des informations, alors pas toutes évidemment, des exceptions, mais la plupart des informations peuvent être trouvées à partir de Wikipédia, c'était beaucoup plus simple de faire nos recherches puisqu'on devait partir du coup de la page Wikipédia associée et essayer de trouver s'il n'y avait pas des liens ou des choses pour lesquelles on pouvait faire rechercher des infos. Il y avait peut-être ça en petit bémol, c'est que c'était pardon, un peu trop orienté Wikipédia et qu'il n'y avait pas peut-être pas assez de challenge de GeoInt. Il y en avait 2-3, je crois, à grand max. Mais en tout cas, c'était vraiment, dans l'ensemble, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool.
On a appris beaucoup de choses et les challenges sont vraiment quali. Donc n'hésitez pas à les faire si vous ne les avez pas encore fait et que vous n'avez pas vu les solutions en vidéo ou en write-up écrit, n'hésitez pas à les faire de votre côté. Et si vraiment au bout d'un moment vous bloquez, vous pourrez aller voir les solutions, mais c'était vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme, même sur Ozint. Sur Gralix, je vous en ai parlé au début de vidéo, les write-up d'Ozint, enfin les exercices d'Ozint, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et aussi, il y a The Ozint Project que je ne connaissais pas, qui en fait est une plateforme un petit peu comme Ozint, avec un Z, qui met en place des challenges par rapport à l'Ozint. Allez faire un tour aussi, c'est vraiment cool. Donc c'est vraiment ouais, le calendrier de l'Avent que j'ai préféré faire. Et il y avait le dernier calendrier de l'Avent de Trayacmi, donc de cybersécurité. Alors celui-là, j'étais extrêmement déçu. Pourquoi? Parce que ils ont pris, comme j'ai dit au début de vidéo, ils ont pris, alors Trayacmi, ils ont pris vraiment une direction que je n'aime pas du tout, qui est de s'ouvrir. Alors, pour ma part, hein, parce que en soi, dans la globalité, c'est vraiment un bon coup de ce qu'ils ont fait, mais c'est que ils sont vraiment ouverts au plus grand nombre. Et moi, je m'attendais à voir comment un Advent of Saber où tous les jours, en fait, tous les jours, on avait accès à une nouvelle room dans laquelle on apprenait quelque chose de nouveau, qui était en particulier un peu plus un challenge. Mais là, en fait, cette année, ils ont choisi. Alors, bon, si vous l'avez pas remarqué, ils ont très clairement choisi de mettre un gros focus sur le machine learning. Là, on a un truc de machine learning. Donc, si on regarde, 2, 3, 4, 4 de machine learning. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Donc, ils ont vraiment on voit qu'ils ont voulu faire un énorme focus sur le machine learning. Malheureusement, déjà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui revient assez bien, enfin, assez fréquemment. Mais le souci, c'est que, en fait, si on regarde par rapport aux autres années, là, ils se sont dit, OK, on veut faire venir le plus grand nombre. Du coup, en fait, on va même plus faire des choses difficiles. C'est même plus, en fait, des challenges. Au départ, l'Advent of Code, c'était que tous les jours, on avait un nouveau challenge de cybersécurité qu'il fallait résoudre. Ça, je trouvais ça pertinent parce qu'en fait, tous les jours, on avait envie de faire la chose. On avait envie de faire le challenge. On s'est dit, OK, on a un challenge le jour même. Je veux. Alors, c'était pas très compliqué, mais on avait un énoncé et on devait faire le challenge. Maintenant, c'est un tuto. Il n'y a même plus de challenge par rapport à ça. Le seul challenge, c'est refaites exactement ce qu'on vous dit de faire dans l'explication et mettez le flag que ça vous donne. Ça n'a plus aucun intérêt. Alors, limite, mettez juste nous tous les jours des cours. Ça sert à quoi de nous faire start une machine avec une explication machin bidule pour uniquement nous dire exactement qu'est-ce qu'il faut mettre. Enfin, exactement le truc qu'il faut mettre. Donc là, il cache. Ok, il cache, mais ça sera à quoi de cacher? Parce qu'en fait, tu nous dis. Regardez. Là, il nous dit, il cache ça. En mode, oh là là, non, je ne veux pas que vous mettiez. Je ne veux pas que vous voyez la solution. Et en dessous, ils se contredisent, ils disent, ok, I am van developer, what is the password? Je trouve ça complètement débile. Je ne comprends pas comment. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Si on regarde les anciens Advent of Cyber, alors le tout premier, c'était le 25. Alors je sais plus c'était lequel. Pardon. Je crois que c'était celui-ci. Après Advent of Cyber 1, on peut voir que au début, en tout cas, on peut voir que voilà, il y avait un peu de tout, mais c'était vraiment des challenges. C'était des challenges et il y avait vraiment de tout. On voyait du réseau, on voyait de l'exploitation web, il y avait de l'osing, il y avait du scripting, il y avait du reverse, il y avait même un peu de blue team, pardon. Il y avait vraiment de tout. Donc c'était vraiment assez pertinent. On voyait pas mal de choses. Même en 2019, si on regarde, là c'était vraiment. Là, je crois que c'était tout le premier. Vous voyez, c'était vraiment des challenges. Alors désolé si vous voyez que je fais des cuts dans la vidéo, mais ça fait 1h30 que je parle, je commence à avoir plus trop de voix. Je commence à avoir mal à la gorge. Du coup, je vais essayer de parler un peu plus doucement, un peu moins fort même. Je vais baisser, je vais baisser mon volume de parler. Euh, du coup, oui, je disais qu'avant c'était vraiment des challenges en mode, c'était quelque chose de beaucoup plus. C'était vraiment des challenges quoi. Après, ça a évolué. Et même en 2022, si on regarde 2022, c'était vraiment
trouve très qualitatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça restait des challenges. Et il y avait surtout, même si c'était déjà un peu plus tuto, on voit que c'est beaucoup plus. Il y avait beaucoup de thèmes abordés. C'était pas uniquement les mêmes choses. On voyait qu'à chaque fois, c'était différent. Il n'y avait rien qui était la même chose. Ici, on voyait que ça parlait de framework, d'accord? Analyse de log, ok, de l'OSINT, du scanning, de brute force, email analysis, cyberchef, smart contract, du pivot, hack game, memory forensic, malware. Vous voyez, il n'y a rien. Bon, là, il y avait trois trucs identiques, mais pareil, là, on parlait de SQLI, là, on parlait de filtres, des règles Sigma, machin bidule. Il y avait du firmware, il y avait du hardware hacking, il y avait beaucoup de choses. Et vous voyez que tout était différent. On voyait vraiment un large panel de thèmes. Cette année, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être parce que vous voyez là qu'il n'y a qu'un certain nombre de personnes. Cette année, Advent of Cyber 2023, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup plus de monde. Donc est-ce que le fait de mettre beaucoup plus de monde sur différents challenges, ça n'a pas baissé la qualité de la chose parce que rien n'était cohérent? Et en parlant de cohérence, je peux vous montrer par exemple, vous voyez déjà que là il y a beaucoup de choses qui sont identiques. Vous voyez là, machine learning, on a un machine learning, on a deux, trois, on a quatre machine learning, ok. Ensuite, au niveau du log analysis, on a déjà on a deux fois log analysis. Ok, on a deux fois log analysis. Ensuite, au niveau du brute force, on a deux fois le brute force. Ok. Euh, voilà, donc en fait, il y a, je trouve, beaucoup moins de diversité. C'est beaucoup plus centré et c'était beaucoup moins qualitatif. Parce que déjà, machine learning, alors je veux bien que vous fassiez une application de machine learning pour du red team, pour du blue team pardon, et en général. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que tous les créateurs de challenge, on leur a demandé de faire un challenge par rapport à un domaine, ils l'ont fait, mais ils ne se sont pas basés sur ce que les autres avaient fait. Et ce qui veut dire qu'en fait, là, jour 14, machine learning, donc là, on apprend un petit peu ce que c'est que le machine learning, ok, c'est intéressant, on apprend les bases, celui-là, ok, la room était vraiment intéressante. Le problème, c'est que, bah, après, la room d'après, où on fait machine learning en blue team, eh ben, on réexplique exactement la même chose. Alors qu'on l'a vu juste avant. Ça ne sert à rien de réexpliquer la même chose, on l'a vu juste avant. Et c'est surtout que, en fait, ici, on n'a rien à faire. On nous donne un playbook, on a juste à exécuter des trucs à la volée en random et on a terminé. En fait, ça a été assisté pour que le mec qui n'y connaisse absolument rien puisse le réussir. Mais du coup, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est à la fin essayer de résoudre, enfin, de répondre aux questions pour gagner des prix, mais ça n'a vraiment aucun intérêt. Quelqu'un apprendra mieux. En fait, l'apprentissage, je veux bien qu'on fasse une sorte de tuto, ok. Ça, n'importe qui peut le faire, ok, tuto. Vous faites un tuto, mais ensuite, derrière, on fait une application où la personne doit réfléchir par elle-même pour appliquer ce qu'elle vient de voir dans le tuto. Ça me paraît logique. Là, c'est un tuto, et l'application, c'est bah, en fait, ça diffère pas du tuto. C'est tu refais le tuto, mais en fait, tu n'apprends rien, tu ne réfléchis pas. Tu réappliques exactement ce qu'on t'a dit d'appliquer. Il n'y a aucune réflexion derrière, et du coup, bah, l'apprentissage ne peut pas fonctionner comme ça. En tout cas, c'est ce que je vois pour ma part. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne façon d'apprendre. Et au niveau de la cohérence, j'en parlais, le fait que ce soit des créateurs de challenges totalement différents, alors je ne sais pas, j'imagine que certains ont moins de compétences que d'autres. Moi, j'imagine qu'ils en ont quand même tous un minimum pour pouvoir créer ce genre de room. Mais en fait, entre une room où on passe de défense in-depth, par exemple, ici, on va parler de quoi? On va parler de Jenkins avec un River Shell classique. Bon, là encore, ça va, c'est un petit peu poussé. Mais par exemple, un truc qui n'est vraiment pas poussé, où on ne fait rien. Là, par exemple, le jour 24, mobile analysis. Donc on se dit, peut-être que plus on avance dans les jours, plus ce sera compliqué. L'Advent of Code, c'est comme ça. L'Advent of OSINT, c'était comme ça. Plus on avançait, plus c'était compliqué. Alors, évidemment, de temps en temps, il y a quand même des challenges qui sont plus compliqués que d'autres en plein milieu. Mais il y a quand même une tendance. Plus on avance vers les 24, soit plus c'est compliqué, soit plus c'est grandiose, plus c'est exceptionnel. Bon, il y a quand même une progression. On est d'accord que le jour 24, en théorie, il est censé être mieux que le jour 1. Ici, le jour 24, c'est analyse mobile.
Donc en soi, ok, ça pourrait être cool. Sauf que le jour 24, en fait, là, vous voyez, c'est juste un tuto. Donc là, c'est que du texte. Là, on n'a rien à faire, 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 on n'a rien à faire. Là, on n'a rien à faire. Et finalement, ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est? C'est vous lancez la VM, vous ouvrez un fichier qui s'appelle macready.auth dans un certain logiciel. Faites littéralement, et je ne rigole pas, hein, vous faites littéralement 3 clics sur une application graphique pour répondre aux 3 questions. Et quand je dis 3 clics, je ne rigole pas, c'est vraiment littéralement 3 clics. Allez, 6 tout au plus. Vous faites 6 clics pour répondre aux 3 questions. Et ça c'est censé être le jour 24, qui est le dernier jour de l'Advent of Cyber. Est-ce que, selon vous, c'est pas un peu du foutage de gueule? Et à côté de ça, vous avez le jour 11 qui parle d'Active Directory et là qui parle. Alors, Active Directory, avant, ils en ont absolument pas parlé. C'est-à-dire que de ce qu'ils ont montré, avec avant, le machine learning, tout ça, ils expliquent que les rooms doivent être compréhensibles et doivent être faisables par quelqu'un qui a zéro connaissance. De ce qu'ils expliquent là-dedans et de la tronche des challenges qu'ils mettent, c'est ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous expliquent. Ici, on se retrouve jour 11, donc en plein milieu, hein, c'est même pas un truc qui est censé être la fin compliquée. Jour 11, on se retrouve avec un module Active Directory. Donc déjà, Active Directory, c'est poussé. C'est-à-dire que si vous êtes un débutant, déjà il y a peu de chances que vous ayez déjà fait de l'Active Directory, et si vous êtes un débutant, là on va parler de choses. Donc là on nous explique très rapidement ce que c'est Active Directory, mais ça ne permet pas à un débutant de comprendre. Donc là regardez. On nous explique Active Directory 101, on nous dit ok, en fait Active Directory c'est fait pour manager de la donnée, authentification, autorisation au niveau d'un domaine. Oh là là, ça ressemble à ça, hop, fin du tuto. Donc là, vous êtes censé avoir compris ce que c'est qu'Active Directory. Et ensuite, on nous parle, ok, alors en fait, Microsoft maintenant, elle a introduit un truc qui s'appelle Hello for Business. Dedans, il y a un système de clés privées, clés publiques. Donc là, déjà, on nous explique pas ce que c'est clés privées, clés publiques. Et ensuite, on nous dit, ah bah dedans, apparemment, il y a des entités qui ont eu un attribut spécial qui est celui-ci. Et en fait, grâce à cette attaque, on va pouvoir, grâce à ADCS, alors est-ce que c'est ADCS avec des certificats, je sais plus. Est-ce que c'est ADCS ou est-ce que je dis de la merde? Bon, je sais plus. Et en gros, par rapport à ça, bah, en fait, on a juste à générer une attaque, on va remplacer le certificat, on va utiliser des outils, on sait même pas, on n'explique même pas ce que c'est. Voilà, vous faites les commandes là, vous tapez ça, on n'explique même pas quel truc sert à quoi, juste vous générez ça, paf, et vous avez réussi l'attaque. Et là, on a un truc ultra complexe qu'un débutant ne va pas comprendre. C'est impossible qu'un débutant qui ne connaît pas Active Directory comprenne ce qu'on est en train de faire ici. Et en fait, vous avez des trucs totalement aberrants au niveau de la logique de ce qu'il propose. Donc, ok, vous faites un truc assez poussé comme ça. Mais du coup, pourquoi, juste avant et juste après, vous faites des trucs que même ma grand-mère est capable de faire, alors que là, vous faites un truc que même un mec potentiellement qui fait un peu de sécu Linux machin pendant une année, il est même pas au courant de cette attaque-là. En fait, c'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'il y a clairement un manque de cohérence, et je pense que cette cohérence est faite et du fait que ils ont demandé à plein de personnes différentes, de niveaux différents, de faire ça. Et du coup, c'est pas harmonieux. En soi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des trucs compliqués comme ça. On est d'accord, c'est ultra intéressant, et c'est cool qu'ils mettent des trucs comme ça. Mais soit mettez-le à la fin, ou faites lisser le niveau global. J'ai envie de dire, si vous faites un truc compliqué comme ça, pourquoi vous ne faites pas la même pour tous? Ou si vous faites des trucs faciles comme ça, pourquoi vous ne faites pas la même pour tous? Et en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de disparités, et il y a trop de trucs incohérents. J'ai trouvé que vraiment. Bon, là, je crache un peu ma haine. Je sais pas si peut-être que vous avez adoré le truc, et tant mieux pour vous, mais j'ai trouvé vraiment que cette année, c'était assez catastrophique. C'était pas pertinent. Ok, les trucs, ils mettent des tutos, mais finalement, on n'apprend pas grand-chose. Ça tourne un peu en rond. C'est pas très précis. Voilà. Je trouvais que j'ai vraiment été déçu, en tout cas, par Triacme, par l'Advent of Cyber 2023. Donc, je sais vraiment pas si je ferai le prochain en 2024, parce que 100% ils vont le sortir, hein. J'imagine qu'ils vont mettre encore plus de prix.
Et vu que ça a bien marché cette année, j'imagine qu'ils veulent l'ouvrir encore à encore plus de monde et qu'ils vont faire les choses de manière encore plus facile, plus accessible, machin bidule. Et en fait, le fait de partir comme bah, ça dénature totalement le but de l'Advent of Cyber de Triac quoi. C'est plus du tout la même chose que ce que c'était au début de les différentes années. Regardez, si on prend toutes les dernières années, même Cyber 2, ici, ils avaient déjà commencé à mettre des termes. On voit que là, il y a du web, il y a du web, il y a du reverse, il y a un peu de tout. Alors là, on peut se dire, ok, web, c'est tout le temps le même principe. Sauf que là, on peut voir qu'il nous expliquait les principes de cookies, HTTP, tout ça. Bon, j'avoue que celui-là, il avait pas l'air ouf non plus. Mais vraiment, cette année, là, vous voyez, il y avait des challenges. On nous demandait des trucs, c'était pas. Là, on nous explique rapidement ce que c'est que le file upload, ce que c'est qu'un reverse shell. Et ensuite, il y avait un challenge derrière qu'on devait faire pour répondre aux questions. Là, il n'y a pas de challenge. Là, c'est oh, ok, regardez, on vous donne le tuto pour le faire. Regardez, pour faire cette attaque, vous faites ça. Allez-y, faites-le. Soyez un grand garçon, faites des copier-coller. Et en fait, on peut résoudre tout uniquement avec des copier-coller. Il n'y a aucun challenge, il n'y a aucun intérêt d'apprentissage. La personne qui fait les challenges, elle peut avoir résolu la totalité des jours sans rien avoir lu, sans rien avoir appris, uniquement en faisant des copier-coller de ce qu'il nous montre. Et ça, je trouve ça problématique parce que pour une plateforme qui est censée être le leader, ou alors en tout cas dans le top 3, je sais plus combien, ils font de centaines de millions de chiffres d'affaires, hein, Triac Me, hein. C'est une énorme entreprise, hein. Ne pas être capable de mettre des challenges Advent of Cyber de qualité pour, pour l'apprentissage des utilisateurs, bon, je trouve que c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde, mais ce n'est que mon avis. Et c'est pour ça que bah, je pense que maintenant je vais totalement me détacher de Triac Me, que comme je l'ai dit avant dans mes objectifs, enfin dans la rétrospective, le top 3 Triac Me n'a pas été atteint parce que je n'ai plus fait Triac Me, parce que bah, la plateforme s'en va, se déroute de ce que je pensais, ce qu'elle était. Bon, c'est pas très français, mais vous m'avez compris. Voilà, ça c'était vraiment la rétrospective. La vidéo, elle est infernale, elle dure beaucoup trop de temps. Il y a des timecodes dans la description pour que vous cliquiez dans les endroits qui vous intéressent. Et maintenant, la partie la plus intéressante, on va passer aux objectifs, pardon, objectifs de 2024. Qu'est-ce que je fais pour 2024? Et là, vous allez voir qu'il y a du changement. Hop là, on passe aux objectifs de 2024. Alors ça, hop, c'était juste. Voilà. Objectif de 2024, toujours avec deux box. Pro Hacker, Elite Hacker, ça ne change pas. Je vais essayer vraiment de passer de cette année, de m'y mettre à fond parce que je faisais beaucoup de rooms qui étaient. Enfin, de box qui étaient retirés. Et là, je vais essayer de faire un maximum celles qui sont actives pour essayer au moins de passer Pro Hacker. Bon, Elite Hacker, j'imagine que ça va être très 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 compliqué. Mais au moins Pro Hacker. Là, je pourrais enlever ça. Hop là. Pareil, RootMe, j'en ai pas du tout fait parce que j'étais focus sur tous les autres trucs, mais je vais le faire. Je vais obligatoirement le faire. C'est quelque chose en vrai que j'ai envie de faire. Juste, bah, je veux pas dire que j'avais pas trouvé le temps, mais j'avais clairement pas la motivation. Mais là, cette année, je vais m'y mettre. Full challenge RootMe au moins pour atteindre les 5000 points. On verra après comment ça se passe. Au niveau des certifications, repasser l'OSCP, parce que je vous avais dit que j'avais tenté de la passer, que je l'avais pas eu, que j'avais eu l'OSWP. Donc l'OSCP, ça va être passé. La CRTP, je l'avais prise. Donc c'est une certification d'Altered Security de Red Team. Donc je l'avais prise pendant le Black Friday. Elle était à 200 euros, enfin 200 $. Donc j'ai déjà fait le cours. J'ai pas encore activé le lab. Donc là, je pense que pendant le mois de janvier, je vais activer le lab, le faire tranquillement. Je la passerai. Je vous dirai si je l'ai eu ou pas l'année prochaine, en 2025, si je fais toujours des vidéos sur YouTube. Je compte passer également la CARTP. C'est également une autre certification d'Altered Security, un peu comme c'est un peu comme la CRTP, sauf que c'est pour Azure, le A de Azure. Donc c'est vraiment du cloud. Je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'est, on va dire, les trois principales formations que je voulais faire. Alors, je n'ai pas précisé, mais en 2023 aussi, je dis que, enfin, les objectifs 2023, je disais que au moins deux certifications à Offensive Security. Donc j'avais eu l'OSWP, mais j'ai également eu une autre certification qui s'appelle le JPT.
Donc c'est Junior Penetration Testing. Alors pourquoi je l'ai fait? J'avais très clairement le level. Je crois qu'en 2 heures, j'avais tapé l'assertif, alors qu'on a 48 heures pour le faire. Mais c'était vraiment juste pour avoir une certification reconnue. Je crois qu'elle coûtait 200 balles ou quelque chose comme ça. C'était pas non plus très énorme. Et c'était vraiment pour avoir au moins une certification pour ensuite la micro-entreprise. Micro-entreprise, si je vais, parce que je vais faire un site web par rapport à ça, pour avoir une vue, pour avoir un espace sur Internet pour que les entreprises puissent accéder directement aux services que je propose. Pour la micro-entreprise, du coup, je vais avoir un site web et je voulais que, bah, par rapport aux entreprises, ça fait quand même plus sérieux si on montre les certifications qu'on a. Comme j'avais que l'OSWP, pour quelqu'un qui fait du pentest, c'est un peu spécial, un peu bizarre. Du coup, au moins, j'ai eu le JPT et je pourrais la montrer en mode, vous voyez, j'ai au moins une certification de pentest. Et je compte, du coup, par rapport à ça, passer la CRTP assez rapidement pour également avoir une autre certification à montrer. Mais également pour les compétences, hein. Je passe pas que les certifications pour avoir le papier, pour avoir la certification, également pour les compétences, même premièrement pour les compétences, mais ça me permet également ensuite, en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, de montrer aux entreprises que j'ai les qualifications nécessaires pour les certifications. J'ai également passé, alors c'est pas vraiment une certification, c'est plus un certificat de complétion, la VHL. VHL pour Virtual Hacking Labs. Donc il y avait 2 certificats de complétion, le Advanced Certificate et le Advanced Plus Certificate ou Certificate, hein, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas vraiment une certification, c'est pas ultra reconnu, mais bon, c'est toujours bon à mettre dans un CV, comme. Et j'avais également fait le Lab Dante. Le Lab Dante, voilà, bon, assez facile, c'est le premier Pro Lab de Hack the Box, mais cette année, pourquoi pas rajouter ici Hack the Box Pro Hacker plus euh, autre lab. Donc, très certainement Zephyr. Je ferai peut-être Zephyr, qui est, on va dire, la suite logique de Dante. Donc, pourquoi pas également le faire. Ça me préparerait aussi à la CRTP et à l'OSCP. Donc, en vrai, ça peut être cool. Micro-entreprise, donc je souhaite organiser des formations. Donc, je vous l'ai dit dans les objectifs 2023, l'objectif principal, c'est de créer ma micro-entreprise. Ça n'avait pas été fait, mais là, j'ai presque terminé toutes les paperasses à faire. Donc, la micro-entreprise est sur le point d'être créée. Et du coup, les formations, j'en ai une qui serait orientée pour les professionnels. Quand je dis professionnels, c'est les entreprises. Donc, vous connaissez très certainement tout ce qui est security awareness, donc sensibilisation à la sécurité de l'information. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est aller dans les entreprises et faire le petit topo, la présentation en mode attention au phishing, ne pas cliquer sur les pièces jointes, c'est important de faire attention à ce qu'on met sur Internet. Voilà, vous voyez un petit peu le topo classique de sensibilisation à la sécurité de l'information. Donc il y aurait une formation comme ça que je ferai en centre de formation pour les entreprises. Ce serait vraiment quelque chose de pro. Ça, j'ai déjà les slides, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc je crois que j'ai une centaine de slides vraiment très professionnels qui parlent de ça, qui est vraiment complète. Donc ça, c'est la première formation que je souhaiterais dispenser. Donc ce serait vraiment que pour les entreprises. Et la deuxième, où je suis encore en train de bosser dessus parce que ça me prend un temps monstrueux, il y a un contenu phénoménal, où là, ce serait pour les particuliers. Ce serait une introduction à la sécurité informatique. Quand je parle d'introduction à la sécurité informatique, je suis très, très, très large. C'est-à-dire que dans la partie, enfin dans la formation, il y aura la toute première partie. C'est une partie, on va dire, réseau. C'est-à-dire que je vais expliquer les bases du réseau. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Qu'est-ce qu'une adresse MAC? Qu'est-ce qu'un routeur? Comment les PC communiquent entre eux? Qu'est-ce que le modèle OSI? Qu'est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce que le protocole ARP? Qu'est-ce que le protocole FTP? Qu'est-ce qu'un DNS? Qu'est-ce qu'un DHCP? Voilà, donc tout ça, ce sera abordé dans la formation pour les particuliers. Et en fait, je vise principalement les gens qui veulent débuter la sécurité informatique, mais qui n'ont pas vraiment de base, et également les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Les personnes, j'ai n'importe quoi, qui étaient par exemple, ça peut être tout et n'importe quoi, le mec qui était boulanger, le mec qui travaillait dans le BTP, le mec qui était, je sais pas moi, dans les finances, le mec qui était, ou même les femmes, hein, je dis les mecs, mais c'est tout le monde, les personnes qui sont, je sais pas moi, qui étaient dans l'administratif, qui veulent se réorienter dans la sécurité informatique, s'ils n'ont aucune base, en fait, l'objectif de cette formation que je compte proposer aux particuliers, c'est les bases. Alors, pas forcément pour faire un métier technique, hein, c'est à la fin de cette formation, vous ne pourrez pas faire pentester. Je ne peux pas vous vendre du rêve, mais
vous aurez assez de connaissances de base pour comprendre une conversation technique entre deux personnes, pour interagir avec des gens par rapport à des termes techniques, par rapport à des concepts de l'informatique, de la sécurité informatique. Donc, ça va du réseau à la programmation, au web. Qu'est-ce que c'est qu'un client? Qu'est-ce que c'est qu'un serveur? Qu'est-ce que c'est qu'un site web? Qu'est-ce que c'est qu'HTTP? Qu'est-ce que c'est qu'HTTPS? Qu'est-ce que ce sont des certificats? Qu'est-ce qu'un cookie? Qu'est-ce qui est sécurisé? Donc ça, c'est à partir du site web. La programmation, qu'est-ce qu'un algorithme? Petit exemple en Python, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment très 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 global. Et la plus grosse partie, pour l'instant, c'est évidemment la sécurité informatique. Donc il y a toute la partie gouvernance au début. Qu'est-ce que ISO 27001? Qu'est-ce que le risk management? Qu'est-ce que la Blue Team? Qu'est-ce que la Red Team? Qu'est-ce que la Purple Team? Qu'est-ce que les différents types de hackers? Qu'est-ce que l'OSINT? Qu'est-ce qu'un pentest? Qu'est-ce que, voilà, vraiment, qu'est-ce qu'une faille SQL? Qu'est-ce que c'est qu'une faille XSS? Qu'est-ce que c'est qu'un honeypot? Qu'est-ce que, voilà, vraiment, la formation est extrêmement dense. Pour l'instant, alors pour vous dire, pour vous donner une petit exemple du nombre de slides actuellement, la formation, je pense que j'ai fait, allez, peut-être 60% de la formation, quelque chose comme ça. J'ai 350 slides actuellement. Voilà. Pour vous donner un peu l'idée de la taille de la formation. 350 slides et j'ai fait, je pense, légèrement plus de la moitié de la formation. C'est vraiment quelque chose, ça fait vraiment, je vous mens pas, ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Après, je suis pas non plus tout le temps à fond dessus, mais j'essaie d'en faire quelques heures tous les jours. Ça fait plusieurs mois que je suis sur une formation pour les particuliers. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que ce sera terminé, je compte la mettre sur des plateformes comme Udemy, des plateformes en ligne, plateformes vidéo. Donc déjà, il faut que je termine de faire la formation écrite, les slides, tout ça. Donc ça va me prendre encore quelques mois, j'imagine. Et ensuite, il faut que je tourne toutes les vidéos par rapport à cette formation. Et ensuite, je les mettrai en vente directement sur les plateformes en ligne, comme Udemy. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais Udemy, en tout cas, c'est la plus connue. Et du coup, si vous voulez, vous pourrez les acheter et y accéder. Donc, c'est vraiment quelque chose. Alors, si vous connaissez déjà un petit peu dans le domaine, ça ne vous servira pas à grand-chose. Mais si vous êtes une personne qui souhaite commencer dans la sécurité informatique, qui n'a pas forcément les bases, qui ne sait pas par où commencer, ou alors vous êtes une personne qui, de base, n'avait rien à voir avec la sécurité informatique et vous voulez vous réorienter, avoir des bases solides là-dedans, eh ben, n'hésitez pas, quand la formation sortira, de toute façon, j'en ferai une vidéo, pour y accéder. Ce sera accessible à tout le monde et ce sera vraiment pour avoir des bases solides sur les domaines principaux qui sont nécessaires à la sécurité informatique. Donc, je répète, il y aura du réseau, il y aura légèrement un petit peu de programmation, il y aura du web, il y aura également de la sécurité informatique. Donc voilà, ça c'était à peu près les formations que je souhaitais mettre au niveau de la micro-entreprise. Il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront par la suite, mais là j'ai quand même déjà beaucoup de choses. Et évidemment, il y aurait des prestations de pentest que je voudrais faire par rapport aux entreprises, donc test web, test interne, test de Wi-Fi, ce genre de choses. Pourquoi pas aussi des prestations de ZINT, vu que le ZINT c'est quelque chose qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, pardon, au niveau de la chaîne, et c'est des choses que j'adore faire, donc pourquoi pas également proposer des prestations de ZINT, ou créer des outils de ZINT payants, je sais pas trop, je verrai ça, j'ai pas encore trop réfléchi. Autre objectif 2024, la monétisation YouTube. Alors vous avez vu, je vous avez montré juste avant, mais sur la chaîne, je commence déjà à pouvoir monétiser une certaine chose, donc vous pourrez vous abonner à ma chaîne YouTube de manière payante pour me soutenir. Ça, ce sera débloqué dans les prochaines semaines, donc ça, la première partie, c'est bon. Et la deuxième partie de l'objectif, c'est vraiment réussir à mettre les pubs sur mes vidéos YouTube pour que vous puissiez me rémunérer, enfin que YouTube puisse me rémunérer sans que vous ayez besoin de me donner de l'argent. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, que je considère que quand même que tout travail mérite salaire et qu'avec tous les efforts et toutes les vidéos que j'ai fournies, tout le travail, tout le contenu offert pour l'instant gratuitement sur YouTube, bon, j'estime que bon, gagner un petit 10 balles par mois, ce serait pas de refus et ce serait mérité. Et évidemment, continuer sur la lancée des vidéos parce que j'ai sorti beaucoup de vidéos l'année dernière. Je crois qu'en moyenne, je devais être à allez, un truc comme une vidéo tous les 3-4 jours sur YouTube. Donc c'est vraiment un bon rythme. Je suis assez content d'avoir réussi à tenir le rythme.
réussi à... Oui, j'ai tenu le rythme, réussir à tenir le rythme. J'ai... En vrai, il y a des vidéos qui ont été un peu plus faciles à écrire que d'autres qui m'ont pris plus de temps, mais on va essayer de continuer sur cette lancée. Alors peut-être que maintenant, ce sera peut-être plus qu'une ou deux vidéos par semaine au lieu d'une vidéo tous les 3 jours, parce que, bon, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup, mais on va continuer les vidéos, vous inquiétez pas. Également, vous avez vu qu'avec l'Advent of Code et tout ça, avant j'avais comme objectif de reprendre le C++, mais là j'ai basculé sur le Rust, je vous ai expliqué un petit peu au début pourquoi. Donc au niveau du langage, tout ce qui est boucle, structure, les impls, ça normalement j'avais commencé à le faire, donc c'est à peu près bon, j'ai les bases. Après ça fait quelques temps, ça fait quelques semaines parce que les fêtes sont passées et que j'ai pas pratiqué, donc il va falloir revoir certains trucs, mais on va dire que les bases je les ai à peu près. Et ensuite le but après c'est de faire des applications. Applications par exemple, faire un client-serveur. Client-serveur en utilisant Rust. Ensuite, une fois que j'ai client-serveur, par exemple en TCP, pourquoi pas en faire en UDP. Une fois que j'ai ça, faire une petite application qui permet de chiffrer, déchiffrer des messages. Une fois que j'ai fait ça, pourquoi pas appliquer le chiffrement au client-serveur TCP pour envoyer des messages chiffrés. Une fois qu'on a fait ça, pourquoi pas faire une petite application de transfert de fichiers. Une fois qu'on a fait ça, pourquoi pas appliquer le chiffrement à ce transfert de fichiers. Une fois qu'on a fait ça, pourquoi pas appliquer le transfert de fichiers et le chiffrement au client-serveur. Pourquoi pas faire une application de reverse shell, ainsi de suite, ainsi de suite, la programmation Windows, pour à la fin arriver à un C2. Un C2, qu'est-ce que c'est? C'est un command and control. Donc en fait, c'est une sorte de serveur qui va nous permettre de gérer des reverse shell, des connexions par rapport à des agents qui auraient été balancés sur des machines, sur des cibles. Donc au niveau du hacking, c'est vachement utilisé. Il y en a qui sont connus, par exemple, Metasploit. Metasploit, c'est un framework C2. Et du coup, le but, ce serait de justement développer mon propre C2. Alors, ce serait un truc très de base. Je ne compte pas faire un truc ultra poussé parce que de toute façon, j'ai pas les compétences. Mais le but, en fait, ce serait de faire plein de petits programmes comme ça, de petites applications, pour apprendre un peu le fonctionnement à la fois de Rust et également de comprendre comment un C2 fonctionne, comment un command and control fonctionne, et de faire le mien juste pour apprendre pardon, à titre indicatif. Enfin, à but éducatif, pardon. J'ai également un très 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 gros projet OSINT dans les bacs. Alors, pour l'instant, c'est clairement une idée. Donc, je vais pas vous en parler pour pas hype le truc et finalement ça se fasse pas. Et j'ai vraiment un très gros projet OSINT qui pourrait se faire avec quelqu'un également que vous avez déjà vu sur les vidéos. Donc, en vrai, ça peut être cool. Ça dépendra à la fois si j'ai le temps et surtout si j'ai l'argent. Parce que c'est vraiment un truc qui peut prendre de l'ampleur. Voilà, donc je vous tease, je vous dis pas ce que c'est, mais en tout cas, peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Et évidemment, j'en ai parlé également quand je parlais des articles sur le blog, mais la restructuration totale du blog pour que ce soit beaucoup plus facile pour ma part de mettre à disposition des write-up, en fait, pour que ce soit concrètement, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire. J'ai mon Obsidian avec mes fichiers Markdown. J'aimerais bien juste faire soit en un clic, en une commande ou en très peu de commandes pour voir directement uploader mon article directement sur mon blog et ensuite pouvoir le modifier de manière assez facile, assez rapide, sans avoir besoin de tout modifier dans mon Markdown, tout uploader, tout recompiler, machin bidule. Donc il faut voir comment ça pourrait se passer, comment ça pourrait faire. Et évidemment, une fois que le blog est restructuré, je vais pouvoir poster plein d'articles dessus qui sont déjà prêts, mais que je n'ai jamais postés. Notamment, par exemple, des write-up de CTF, Hack the Box, je crois que j'en ai facilement une vingtaine qui sont prêts, mais que j'ai jamais posté. Pareil pour OSINT, les trucs, les résolutions de challenge de Gralix, tout ça, c'est déjà prêt, mais j'ai jamais posté. Donc, pourquoi pas, une fois que le blog sera restructuré, à la fois faire plus d'articles dessus, et à la fois balancer tous les write-up que j'ai. Donc je crois que c'est à peu près tout pour les objectifs de 2024, ça en fait déjà beaucoup. Donc vous avez vu que 2024, j'ai pas forcément repris tout par rapport à ça. Je me suis plus mis d'objectifs par rapport à GeoGuessr parce que j'en fais que de temps en temps comme ça, mais pourquoi pas quand même le faire. Enfin, je verrai bien, mais en tout cas, ça c'est les principaux. Donc la vidéo aura duré beaucoup trop longtemps. Je mettrai des timecodes dans la vidéo en tout cas pour que vous alliez à l'endroit que vous voulez. Et d'ici là, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve à la prochaine pour continuer l'aventure YouTube en 2024 avec vous sur YouTube grâce à ces vidéos. Je vous dis, passez une bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et à la prochaine. Allez, bye bye.